Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un invité. Je suis avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut Raphaël, merci de me laisser l'occasion et merci pour l'invitation de te rejoindre dans ce podcast. Alors, vraiment merci. Ça me fait plaisir d'être là et j'ai hâte de discuter un petit peu durant les prochains instants de ce qui me procure autant de plaisir, donc le powerlifting. Bah écoute, avec plaisir. Et d'ailleurs, je te connaissais pas je te connais depuis pas très longtemps et je te connais grâce à Vas qui est venu aussi. Il m'en a parlé, il m'a dit que ça avait été un très bon moment pour lui. Alors, je sais que tu partagerai les podcasts, les épisodes un peu plus tardivement. Donc, Ouais. voilà. Mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est sur les recommandations de Vas. Donc, voilà. J'avoue qu'ici, ça a été une année un peu plus riche en podcasts. Donc, c'est déjà le troisième cette année. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Donc, je Ouais, ouais. kiffe, je kiffe. Donc c'est pas ton premier. Non, non, j'avais déjà reçu plusieurs invitations, mais pré-Covid, avec un ami qui faisait Calisthenics Science Podcast. J'avais déjà fait 2 apparences, mais de plus, c'était un peu plus calme, disons. Donc, Ouais. comme j'ai retrouvé beaucoup de podcasts dans le milieu de la force, ou en tout cas la force avec l'aspect plus scientifique, donc c'est un peu plus rare. Donc, je pense que les gens ne sont pas super friands. Mais je sais qu'en nutrition ou dans d'autres choses, les gens le sont un petit peu plus. Donc, Ouais, il y a d'autres. Il faut un petit peu s'exporter, dirons-nous. c'est ça. Et justement, aujourd'hui, tu vas nous parler de tout ce qui est power, mais plus précisément, on va beaucoup parler de blessures et de techniques, justement. Et avant d'engager ces sujets-là, est-ce que tu pourrais te présenter plus globalement aussi? Alors, Thibaut Bach, je suis kinésithérapeute. À l'heure actuelle, je travaille à mi-temps avec une population de toxicomanes. Donc, je gère l'activité physique adaptée et je m'occupe également des soins. Ok. Alors, lors de mon mémoire en kinésithérapie, moi, je me suis intéressé à la prévalence et les facteurs de risque de blessures en powerlifting classique, dont aussi le fait que j'en sache un petit peu sur le sujet. Ouais. Quand je ne suis pas sur mon mi-temps de kinésithérapeute, je suis coach sportif pour Smart Strong. Smart Strong, c'est ma boîte. Alors, je suis Ok. spécialisé dans les sports de force, particulièrement le powerlifting et l'haltérophilie. Ces 4 dernières années, j'ai également été formateur pour la Ligue francophone des poids et haltères. J'ai donné un total, si je ne dis pas de bêtises, 7 sessions de formation, que ce soit à niveau 1 ou niveau 2 en powerlifting et haltérophilie. Ok. Je suis également aussi parfois, à mes heures perdues, coach international pour ma fédération. Donc, entre 2021 et 2024, j'ai coaché à 11 championnats internationaux, allant des Coupes d'Europe universitaires au championnat d'Europe Open et championnat du monde junior. J'ai également une expérience d'étudiant-chercheur au sein d'un laboratoire de physiologie à l'UC Louvain. Et je me suis plus particulièrement intéressé à l'hypoxie, à l'effet de l'hypoxie sur l'activation des cellules satellites, et notamment appliqué avec le Blood Flow Restriction. Donc, petite expérience de ce côté-là aussi. Et à l'heure actuelle, je co-gère une petite salle qui s'appelle la Fonderie avec mon associé Alexandre 012 Workout, donc qui lui est plus spécialisé en calisthénie. Donc, voilà. Et pour parler un peu plus de Smart Strong et ce que je propose avec le coaching, Ouais. alors Smart Strong, en fait, j'ai un slogan, c'est Empowering People Through Sport, Science and Education. Du coup, j'essaie vraiment de donner un peu le pouvoir aux gens, que ce soit par le sport, mais aussi par l'éducation, et vraiment que cette base scientifique. Et du coup, moi, je propose, entre guillemets, mon activité repose sur 3 piliers. Donc, l'aide aux athlètes de force pour devenir de meilleurs compétiteurs, la réalisation du potentiel maximal des athlètes en termes de performance. Donc, il y a vraiment l'aspect compétition et l'aspect performance que je dissocie, je suis là parce que tout le monde n'a pas envie de concourir, bien Ouais. évidemment. Et puis, l'offre d'outils éducatifs pour favoriser l'autonomie et l'essor des compétences des athlètes. Donc, en fait, j'essaie de proposer du contenu. Donc, je suis aussi un petit peu créateur de contenu à mes heures perdues via les réseaux. Donc, voilà, et je propose différents services qui vont du coaching en passant par la consultance, le mentorat aussi pour les coachs, les coachs qui en devenir et certains cliniciens qui veulent intégrer un peu plus de strength and conditioning dans leur pratique. Et un service que j'ai lancé récemment et qui rencontre un certain succès, j'en suis assez content, c'est également un service de rehab and pain management à distance, Ok. où c'est vraiment soit de la consultance, soit vraiment du coaching en fonction un peu de ce dont les gens ont besoin. Donc voilà, parfois c'est une séance qui va durer entre 1 heure et 2 heures à distance dans laquelle on va proposer un plan d'entraînement et tout ça, mais voilà. Donc, du coup, ça, c'était un petit peu la petite présentation. Qui suis-je, qu'est-ce que je propose et d'où je viens aussi.
Ok, ouais, tu fais pas mal de choses, effectivement. Effectivement, ouais. Et à savoir que voilà, ici, j'ai eu une expérience d'étudiant-chercheur jusqu'à il y a à peu près il y a 1 an. Et là, j'ai vraiment essayé de me lancer en tant qu'indépendant et de mettre un peu plus à profit mes compétences de kiné aussi et de Hmm. vraiment tout lancer. Donc, une jeune activité. Et puis, dans la foulée, ben, on a ouvert une salle du coup en juin et avec un associé. Donc là, on gère pas mal de choses, mais les projets sont super intéressants. Ouais, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et justement, bah, cet aspect un peu kiné, plutôt ton domaine, ton expérience aussi avec les sports de force, on va beaucoup en parler là. Et j'avais envie qu'on parle en premier plutôt de la notion de technique, justement. Oui. Et justement, en powerlifting, donc on parle beaucoup de certains mouvements en particulier. Mais pour tout ce qui est de la technique, est-ce que tu pourrais nous parler des techniques, on va dire, les plus importantes à maîtriser dans ce sport et à devoir améliorer en fait dans ce sport-là, justement? Alors, je vais répondre peut-être de manière un petit peu très simple dans un premier temps, mais pour moi, les seules techniques à maîtriser pour être bon en performance avec une approche minimaliste, ce serait le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Ouais, Le squat, bench et deadlift, on n'a pas besoin de grand-chose de plus que pour bien performer. Cela dit, je tiens à nuancer. Mais voilà, je vais commencer par ça. Je pense que la plupart des gens peuvent faire du powerlifting. On n'a vraiment pas besoin de grand-chose comme technique, comme prérequis, pour ainsi dire. ok, En fait, se relever de son fauteuil, d'une certaine manière, c'est être capable de faire un squat. Et si on est capable de faire un squat, de se relever de son fauteuil, se relever des toilettes, a priori, on a ce qu'il faut pour faire du powerlifting. Ramasser ses courses, en fin de compte, c'est être capable de faire un deadlift. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait besoin d'un gros éventail de compétences motrices que pour se lancer en powerlifting. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'observe. Si on a vraiment envie de se lancer, et n'importe qui peut le faire. On voit des personnes âgées qui maintenant concourent. ouais, On voit que les championnats du monde master sont de plus en plus prisés. Donc, les gens n'ont pas peur de commencer sur le tard. Voilà. Donc, pour se lancer dans le sport et performer dans le sport, on n'a pas besoin de beaucoup plus que savoir faire du squat, du bench et du deadlift. Par contre, si on veut être parmi les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs dans le sport, là, c'est mhm, un peu une autre question, tu vois. Je pense que pour être le meilleur, on devrait éviter de toute façon une surspécialisation précoce. ouais, Mais malheureusement, beaucoup d'athlètes ont tendance à tout optimiser très précocement. Et du coup, on fait du squat, bench, deadlift suroptimisé dès le début de la pratique. Et j'ai le sentiment, en tout cas de mon observation, que c'est un peu, c'est des athlètes qui ont tendance à moins bien performer à plus haut niveau. ok, Ils progressent très vite, mais ils finissent plus vite par stagner aussi, tout simplement parce qu'il y a une suroptimisation. Et puis, ben, il y a aussi plus de blessures. Il y a un arrêt plus précoce. Et disons que c'est une observation qui a tendance à être corroborée par différentes lignes de preuves. J'ai en tête, par exemple, une étude qui est intitulée Quantifying the extent to which junior performance predicts senior performance in Olympic sports, a systematic review and meta-analysis, qui a été réalisée par Barth et collaborateurs. Et elle s'est intéressée à la notion de talent, si tu veux. ok, Et ainsi, l'idée était de vérifier si les athlètes considérés comme étant les plus talentueux chez les jeunes faisaient de meilleurs athlètes seniors. Et alors, bon, là-dessus, j'ai déjà un peu vendu la mèche, mais les résultats pourraient être intéressants et surprenants pour certaines personnes. Mais ce que les auteurs mettent en évidence, c'est que le niveau de performance lors des années juniors, en fait, ils ont très peu de valeur prédictive sur la performance sur des années seniors. Donc, en fait, ok, être bon forcément quand on est plus jeune ne veut pas forcément dire qu'on va être bon quand on va être senior. Et d'autres études, elles ont également rapporté ce genre de résultats. Si je pense que c'est une étude de 2023, également une méta-analyse, mais je pense elle a intégré une network analysis, ok. notamment par Public et collaborateurs. Et ils avaient rapporté qu'il semblerait que ce qui soit le plus important pour être bon à plus haut niveau, c'est d'avoir eu une pratique multidisciplinaire plus tôt dans sa carrière. Donc, en Hmm, fait, là, se spécialiser de manière précoce ou se spécialiser très tôt dans sa carrière sportive, ce serait plutôt délétère. Et les athlètes qui ont tendance à mieux performer au niveau senior sont ceux qui ont eu plus l'occasion de faire du sport. Donc, pour revenir à ça avec le powerlifting, pour moi, la technique pour être meilleur au powerlifting, en fait, ce serait pas de commencer par juste faire du squat, du bench et du deadlift et de suroptimiser d'emblée. Ce serait plutôt, en fait, d'établir une base athlétique solide et ça pourrait être par pratique d'athlétisme, de la gymnastique, même de la haltérophilie en fin de compte, voire même du strongman. Et d'une autre manière, construire un maximum de muscles avant de venir se spécialiser plus tardivement en powerlifting. ok. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait se laisser le temps et ne pas chercher à tout optimiser d'emblée. Ce serait un peu la technique pour devenir un peu meilleur sur base des lignes de preuve aussi qu'on peut retrouver plutôt dans les sports olympiques. Dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment
de données vraiment appliquées au powerlifting, mais de mon observation de terrain et de ce que j'observe aussi, les athlètes qui ont tendance à mieux performer en senior sont souvent des athlètes qui ont eu une très bonne base athlétique plus tôt dans leurs années juniors ou même début des années seniors et qui sont un peu orientés par la suite vers la force en tout cas. Ok, non, c'est intéressant et justement, en fait, ce que tu as dit là, je trouve ça intéressant parce que la prochaine question que je voulais te poser, et c'est très bien la suite, c'était en fait, euh, quels sont pour toi les mouvements clés de ce sport? Parce qu'au final, tu viens de me dire que c'est squat, bench et deadlift, mais est-ce que par rapport à ce que tu as dit là, ça peut inciter qu'il y a, enfin, selon ton expérience en tout cas, d'autres mouvements, par exemple, même dans les années passées, dans la carrière du sportif, qui peuvent être considérés comme clés, ou du moins qui peuvent aider dans cette pratique-là? Alors, on peut revenir à nouveau sur la réponse minimaliste et c'est quelque chose qui est très très en vogue à l'heure actuelle et surtout une surspécialisation. Je pense à des gens, à des boîtes de coaching comme Pana qui coach, approche très spécifique. Je pense à SB2 Forever Coaching où on a également des approches très 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 spécifiques. Ouais. Et du coup, la réponse que on pourrait donner qui serait même très simple et que la plupart des gens vont aimer, c'est une réponse minimaliste qui dit bah en fait les mouvements clés pour progresser, c'est le compte squat, le compte bench et le compte deadlift. Du coup, les variantes de compétition, bien, si on fait du sumo, plutôt faire que du sumo. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe à l'heure actuelle. Et voilà. Euh, Ok. mais j'ai le sentiment, de toute façon, pour déterminer un peu les variantes de compétition qui vont être idéales, il y a une certaine notion de littératie physique qui est nécessaire. Mhm. Et il faut avoir testé déjà un panel d'exercices, mais c'est un truc qu'en pratique, je vois que très peu d'athlètes font. Ils vont directement aller vers du sumo deadlift pour optimiser. On va essayer de prendre la prise la plus large sur la barre. On va essayer de mettre le low bar le plus bas possible. Et du coup, j'ai quand même tendance à penser qu'en fait, là-dessus, il y a besoin de vraiment tester pas mal de choses. Mais en fin de compte, on en revient vraiment en compte aux variantes de compétition. Mais j'ajouterais toutefois que les exercices qui vont vraiment être importants pour la performance, c'est en fait tous les exercices qui peuvent faire gagner de la masse musculaire et qui vont posséder un pattern similaire aux mouvements de squat, de bench et de deadlift. Et en fait, Ok. tous ces exercices vont être intéressants. On commence à avoir de plus en plus de lignes de preuve qui tendent à montrer que les athlètes les plus musclés performent mieux dans les sports de force. Ouais. Ici, je peux citer les études de Ferland et collaborateur en 2020, Bresciu et collaborateur en 2002, Ferrari et collaborateur en 2022, Vidal Perez et collaborateur en 2021. Et je pense à une étude sur laquelle j'ai fait un petit post récemment, qui a été réalisée par Tromaras et collaborateurs, qui a montré qu'en fait, il existait une corrélation positive entre une augmentation de la masse maigre et une augmentation de la performance sur les 1RM en powerlifting. Et du coup, euh, pour moi, vraiment, les premiers mouvements à intégrer en dehors ou en plus de ceux de compétition, c'est vraiment Mhm. tous les mouvements qui vont essayer de nous faire gagner en masse musculaire. Et voilà. Et ça, c'est vraiment la première chose. Et puis ensuite, ça, c'est vraiment un peu, si je devais dire, ma pyramide des priorités, c'est les variantes de compétition. Encore que pour déterminer la bonne variante de compétition, comme je le disais, il faut avoir testé pas mal de choses. Et Ouais. ça reste, et c'est pas fixe, c'est quelque chose qui peut être qui peut être évolutif. Puis, j'ai envie de dire, la seconde chose, c'est de vraiment trouver des exercices qui sont similaires à ces mouvements-là, mais par exemple, utiliser je sais pas, un hack squat pour développer la masse musculaire sur les quadriceps. C'est quelque chose qui va imiter un pattern de squat, mais qui va quand même favoriser aussi les gains en hypertrophie, à condition que ce soit réalisé avec un volume suffisant, une proximité à l'échec Hmm. suffisante, bien évidemment. Mais voilà. Et puis enfin, moi, je vais choisir d'autres exercices, mais qui vont un peu dépendre du facteur limitant ou le maillon faible lors de la réalisation d'un exercice. Donc, par exemple, un athlète qui aura un peu de difficulté lors de son verrouillage en bench, on pourrait hypothétiser qu'en fait, du travail de close grip ou du travail avec chaîne ou avec bande pourrait en fait essayer de cibler un peu plus, de manière un peu plus précise, le triceps, par exemple. Et puis, si c'est en bas du mouvement, on pourrait dire qu'a priori, c'est plutôt indicatif d'une faiblesse au niveau des pectoraux. Et là, on pourrait envisager un peu plus de travail en longue pause, puis une presse, par exemple. Et puis, ça, c'est vraiment du coup ma troisième couche. Et puis, je vais avoir vraiment des exercices aussi un peu plus de renforcement, donc un peu mon quatrième échelon, mais qui vont vraiment être plutôt d'isolation vis-à-vis de ces groupes musculaires qui seraient un peu des facteurs limitants. Mais on en revient un petit peu à l'idée de gagner en masse musculaire. C'est-à-dire, en fait, ce processus, il est vraiment hautement individuel. Et du coup, en fait, ça va vraiment dépendre du profil de l'athlète. Et ça, c'est un peu ce qu'il faut déterminer un peu en début de coaching. Cela dit, j'ai quelques basiques que j'estime, mais arbitrairement, que tout athlète devrait
être capable de faire Ok. ou devrait à un moment, en tout cas dans son programme d'entraînement, dans sa carrière, les intégrer pour développer justement cette littératie physique dont je parlais un petit peu plus tôt. Et Mhm. parmi ceux-là, je vais retrouver le squat high bar, le deadlift conventionnel, du pose deadlift avec une pose la plus proche possible du sol pour essayer de développer un maximum, comprendre la patience, l'attention, tout ce qui va être mouvement de haie, donc soit du RDL ou du stiff leg. On va avoir aussi du close grip ou du long pose bench press. Mais voilà, je pense qu'avec ces mouvements-là, en fait, on peut apprendre à un athlète à très bien s'en sortir dans un éventail de conditions. Et puis, en fait, j'ai même tendance à dire que j'aime bien faire en sorte que les athlètes puissent aussi tester d'autres choses, que ce soit un peu sur l'haltérophilie ou l'haltérophilie, développer d'autres compétences. Et j'aime bien aussi que les athlètes aient en fait un peu une base, je vais dire, athlétique. Donc, il est déjà pu au moins courir, sauter, lancer, sprinter. C'est toujours de bonnes choses à avoir. Et si on peut faire en sorte que certains athlètes continuent de développer ça, ça peut toujours être une bonne chose en tout cas. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc en fait, globalement, on pourrait dire que la composition corporelle a un gros impact quand même sur l'athlète au final. Parce que vu que c'est la catégorie de poids, au final, c'est pas juste le fait d'être plus lourd avec plus de muscles, mais c'est d'avoir une meilleure composition corporelle avec un poids donné où on se sent à l'aise, si je comprends bien. Exact, exact, exact. En fait, si tu mets les powerlifters les plus musclés à côté, enfin, en fait, tu pourrais presque, alors, on est sur une corrélation qui est forte, elle n'est pas parfaite. Faut le Ouais. dire, on a une corrélation qui va se situer, si je dis pas de bêtises, au carré carré, qui va se situer entre 0,7 et, enfin, 0,71, 0,72 et 0, et jusqu'à 0,83 ou 0,88, je sais Ok, plus ouais. exactement en tête. Mais du coup, on a une corrélation qui est forte, entre la quantité de masse musculaire et les résultats compétitifs. Donc, si tu mets des athlètes qui ont, même au sein d'une même catégorie de poids, il est probable que l'athlète le plus musclé, enfin, la probabilité que l'athlète le plus musclé soit également le plus fort est quand même assez Ouais. forte. Du coup, Ok. ça, c'est vraiment l'idée. Et oui, du coup, la composition corporelle devrait, et c'est là où on voit différentes écoles de pensée. Certains vont dire, bah, en fait, non, on s'en fout, c'est juste la force. Tandis que d'autres, bah, elles se basent un peu plus sur les données disponibles au sein des littératures scientifiques et se disent que justement, bah, il faut autant améliorer la composition corporelle. Cela dit, j'ai eu une discussion intéressante lorsque j'ai fait mon post sur la petite revue, enfin sur l'étude de Tromaras. Ouais. Quelqu'un m'a dit oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit pas? Parce qu'en fait, c'est une corrélation, ça ne nous indique pas le sens de cette corrélation. Est-ce que c'est causal ou non causal? Qu'est-ce qui Mhm. fait que les gens gagnent plus? Est-ce que les gens deviennent plus forts, gagnent plus en masse musculaire, ou est-ce que les gens gagnent en masse musculaire et deviennent plus forts? À l'heure actuelle, on pense plutôt que les gens deviennent plus musclés, gagnent en masse musculaire et deviennent plus forts grâce à d'autres lignes de preuve qui sont un peu plus extérieures. C'est le fait que, par exemple, le seul athlète qui avait dans cette étude-là perdu de la masse musculaire avait également une diminution de la performance. Ok. Donc ça, ce serait plutôt un des premiers éléments. Que, par exemple, si un athlète a plus gagné au niveau des quadriceps, bah, c'était plutôt le squat qui profitait. Donc en fait, il y aurait aussi, bah, tiens, là où on gagne de la masse musculaire a de l'importance vis-à-vis de ça. On pourrait dire que c'est relativement indirect, mais cela dit, si on va regarder un peu les études qui ont été faites vis-à-vis de l'augmentation de la masse musculaire, mais simple et dure par les manipulations, on va dire, biochimiques, donc soit avec une inhibition de la myostatine. Et Mhm. là, on voit que l'inhibition de la myostatine, bah, les souris ont gagné en masse musculaire, mais également en force. Or, la myostatine, bah, elle n'a pas d'action autre que sur la régulation de la quantité de masse musculaire. Et puis, bah, si on administre en fait de la testostérone, que ce soit des souris ou des êtres humains, on peut remonter dans les anciennes études qui ont été faites avant les années 2000, ben, on observe que justement augmenter la masse musculaire via du dopage, entre guillemets, l'utilisation de testostérone, ben, les gens gagnent également en force. Pourtant, à l'heure actuelle, on n'a aucune preuve que la testostérone joue également sur la force. Parce que bon, la force, on pourrait dire qu'il y a deux composantes, une composante neurologique, neuromusculaire, et puis vraiment une composante structurelle liée à l'hypertrophie. Mhm. La testostérone, on sait qu'elle va surtout jouer sur la composante structurelle, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de données comme quoi elle jouerait sur l'aspect neuromusculaire. Donc, et là, ces sujets-là, ils augmentent leur force, du coup, malgré en fait ce gain de masse musculaire. Donc, à l'heure actuelle, on a quand même plusieurs lignes de preuves qui nous font penser que du coup, plus de muscles égale plus de force. Ok, non, mais c'est vraiment intéressant. Et en plus, enfin, le fait d'avoir donné certains exercices, déjà, ça montre que le powerlifting, il faut pas non plus penser que c'est juste faire trois mouvements tout le temps quand on va s'entraîner. Mais pour revenir quand même à ces mouvements-là, qui sont quand même les mouvements de compétition, est-ce que est-ce que tu aurais des astuces ou du moins des méthodes qui permettraient d'optimiser nos performances sur ces mouvements-là? Et je pense que ça peut être intéressant parce que, enfin, j'ai remarqué que souvent chez les powerlifters, mais tu vas pouvoir nous en parler, il y a toujours un des trois mouvements qui pose plus problème.
Donc justement, est-ce que tu n'aurais pas des astuces pour ça? Ok, alors je vais d'abord répondre dans ce que nous indique la littérature scientifique, et puis je dirai ce que j'aime, et puis je répondrai à ta question de qu'est-ce qu'on pourrait faire, tiens, lorsqu'un mouvement stagne. Ouais, Donc j'ai également établi un cadre de travail pour répondre un petit peu à ces questions-là. Donc, premièrement, c'est qu'il faut savoir que pour optimiser, enfin, semblerait-il optimiser les gains en force, il faut qu'on ait une intensité absolue en termes de pourcentage du 1RM qui soit suffisamment haute. Selon une étude, une méta-analyse réalisée par Swinton et collaborateurs en 2023, le cut-off serait à 80%. Donc, si ok, on veut favoriser les gains en force, il faut qu'on soit au moins de 80% du 1RM. Et voilà. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, et c'est là-dessus que nous orientent un peu certaines études, notamment celles sur les travaux du docteur Pack, donc Andrew Lakalis Kyriakos, du coup, qui a Patrokoulos, enfin, soit, il a travaillé sur la dose minimum effective et c'est ce qui sortait également de son étude, c'est qu'un minimum de 80% était un peu le cut-off qui était idéal pour augmenter les gains en force. Du coup, on a plusieurs lignes de preuve qui tendent à montrer que ce serait le cas. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est faire un top 7. Parce qu'en fait, ok, si on fait toutes nos séries de la 80%, il est probable qu'on induise plus de fatigue, que ce soit quelque chose qui prenne plus de temps parce qu'on devra prendre plus de temps de récupération. Donc, je dirais toujours un peu un top 7. Alors, de manière étrange, on n'a pas beaucoup de littérature sur l'utilisation des top 7 et des back-off. Ce sont plutôt un peu un consensus, une heuristique qu'on met en place au sein de la communauté dans le travail de la force. Mais ce n'est pas quelque chose qui est super étudié. Il y a quand même quelques éléments de preuve du côté de ce qu'on appelle la PAP, la PAP, la Performance Enhancement. Non, c'est Post-Activation. Oui, c'est. Pardon, excuse-moi. oh, Du t'inquiète coup, pas. euh, PAP, on est sur Post-Activation Performance Enhancement. Et du coup, c'est l'idée de faire un top 7. Et en fait, ce top 7 est suffisamment lourd. Il va nous permettre de recruter plus d'unités motrices, de favoriser la production de force via plein de mécanismes. On n'a pas besoin forcément de travailler là-dessus. Et du coup, la performance sur des back-off, sur des séries qui vont être réalisées à un peu plus bas pourcentage, elle sera améliorée. Ça, c'est quelque Ok, chose qui est vraiment pertinent. Donc, c'est intéressant d'utiliser ces top 7. Cela dit, dans les back-off, moi, j'aurais tendance à utiliser des back-off relativement peu difficiles avec des RPE plutôt bas. Et en fait, je m'en fous un peu du RPE. J'aurais même tendance à dire, tant que le pourcentage est suffisant et qu'il est cohérent et qui nous permet quand même d'avoir des notations, que ce soit sur l'aspect capacité de travail, sur l'aspect hypertrophie, ou alors ce que je vais appeler maintenance technique ou rappel technique, ben, c'est bien. Et pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin de RPE plutôt léger, c'est parce qu'en fait, l'an dernier, Robinson et collaborateurs ont sorti une méta-analyse plus méta-régression, et il semblerait qu'en fait, la proximité à l'échec ne soit pas du tout, n'est pas un effet modérateur majeur dans les gains en force. Ça veut dire qu'en fait, la proximité à l'échec, c'est pas important pour développer sa force. C'est plutôt l'intensité en termes de pourcentage, comme je le disais, tant qu'on est à 80 ou 80% et plus, c'est nickel. Donc, il n'y a pas besoin de ça. Et j'aurais tendance à dire qu'en fait, avec des RPE plutôt bas, on va minimiser la fatigue. Et du coup, c'est ce qui est plutôt important aussi pour la performance. Ensuite, on peut venir sur la fréquence. Du coup, on a parlé d'intensité. ouais, On peut venir un peu sur la fréquence. Alors, une fréquence relativement importante, je vais dire entre 2 et 3 expositions par semaine, comme suggéré par la méta-régression très récente de Pelland des collaborateurs, qui dit que voilà, au-delà, il y a pas grand-chose. Et puis, pour le volume, il semblerait, selon encore cette méta-régression de Pelland des collaborateurs, qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de volume et que pour maximiser la force, entre 4 et 7 séries par semaine, ça suffit tant que c'est bien réparti au niveau de la fréquence. Cela dit, je tiens à amener un gros point. C'est parce qu'en fait, l'étude n'est pas forcément réalisée sur que des powerlifters. Il y a certaines champions de population qui étaient des powerlifters, mais tous ne l'étaient pas. Il y a aussi des personnes âgées, des personnes peu ou modérément entraînées qui pourraient bénéficier du coup de plus petits volumes. Donc, à contextualiser et il faut essayer de faire attention à ça. Mais du coup, ça, c'est ce que nous indique un peu la littérature. Au-delà de cela, on est plutôt dans ce qu'on va dire un peu de l'heuristique, mais qui, selon moi, ne sont pas des mauvaises heuristiques. Et par exemple, des méthodes que moi, j'aime beaucoup utiliser, c'est par exemple les ramp up sets. Donc, l'idée est d'avoir un nombre de répétitions fixe, mais d'augmenter le RPE, diminuer le RIR de série en série. Donc, par exemple, imaginons qu'on travaille sur des séries de 4. On va avoir une première série qui sera réalisée à un RIR de 5. Puis, on fera 4 répétitions à un RIR de 4. Et enfin, 4 répétitions à un RIR de 3. Et du coup, l'avantage, c'est que ça nous permet d'arriver avec plus d'engagement sur le top 7, par exemple, qui sera du coup notre dernière série. Ça nous permet d'accumuler le volume avec une moins grande proximité à l'échec,
tôt dans la séance, puisque la proximité en léché campus n'a pas un effet modérateur majeur sur les gains en force, ce n'est pas forcément grave. Ça nous permet également de gagner du temps dans la séance, car la série travaille sur la continuité de l'échauffement. Et après, il y a plein d'autres avantages qui ne me viennent pas forcément en tête. J'aime aussi un peu les fatigues top 7 pour un nombre similaire de raisons, mais en plus d'offrir une plus grande exposition, mais en plus par rapport au ramp-up, ça nous permet d'offrir une plus grande exposition à des intensités absolues et relatives plus importantes. Et surtout, on ne priorise pas à ce moment-là forcément la charge soulevée, mais plutôt l'exposition, le stimulus, en fin de compte, sans dire à l'athlète, tiens, le plus important, c'est ta charge. Donc voilà. Et puis, ce que j'aurais vraiment tendance à dire, c'est qu'en fait, il faut farmer les accessoires pour faire plus de viande. Donc ça, c'est un peu moi ce que j'aurais tendance à dire en termes de programmation. De manière générale, si je fais un programme, c'est plutôt ces concepts-là que j'essaye de respecter. Ça dit, pour revenir à ta question, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire quand un mouvement stagne? C'est de se dire, bon, déjà, ça, c'est dans le courant des choses, tous les mouvements ne vont pas évoluer au même taux de progression. Donc ça, c'est parfois des choses qu'il faut accepter. Ça dit, sur le mouvement qui stagne depuis un certain temps, qu'on a mis en place certaines choses, ou pas, et que ça n'évolue pas, on peut toujours essayer de se poser des questions. Moi, ce que j'ai toujours envie de dire, c'est de regarder un petit peu, j'ai envie de dire, selon une succession d'étapes. C'est de se dire, bon, est-ce que l'athlète suit bien l'entraînement qui est prescrit? Est-ce qu'il respecte bien les RPE? Parce que parfois, tu as des athlètes qui vont dire, tiens, j'ai fait un RPE, je sais pas, 6, mais en fait, c'est un RPE 9. Du coup, on a peut-être parfois une accumulation de fatigue un peu plus importante. Est-ce que la technique est bonne? Est-ce que, en fait, on ne se retrouve pas avec une technique qui se dégrade juste très vite à un moment et qui, du coup, fait qu'il y a énormément de fatigue qui est accumulée vis-à-vis de ça? Et donc, ça, c'est un peu les bases. C'est ce que je vais essayer de regarder. Alors, quand on connaît l'athlète depuis suffisamment longtemps, on sait si ça va être un problème ou pas. C'est plutôt quelque chose qui va se poser un peu au début, mais parfois, ça peut être bien de le renvoyer à l'athlète. Tu as le sentiment que tu as bien évalué tes RPE ou quoi que ce soit. Ou parfois, en fait, et j'ai eu le cas ici récemment avec des athlètes qui surestimaient le RPE, c'est-à-dire qu'en fait, ils pensaient être un RPE 6, peut-être qu'ils étaient un RPE 2 ou 3. C'est-à-dire, les gains en force étaient quand même présents, puisqu'on l'a vu, les RPE ne sont pas vraiment déterminants dans le gain de force ou pas. Donc, voilà. Mais c'est parfois un truc qu'on peut renvoyer à l'athlète. Moi, une fois que ça c'est fait, du coup, ça c'est plutôt un peu vraiment ce qui est la prescription de l'entraînement. Après, je regarde un peu tout ce qui va être variable externe. Est-ce que l'athlète a une bonne récupération? Est-ce qu'il mange suffisamment? Est-ce qu'il consomme suffisamment de protéines? Est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il n'est pas trop stressé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des événements extérieurs dans sa vie qui ont fait que sa routine ou différentes choses ont été changées? Et du coup, je vais un peu regarder le contexte, les effets contextuels et extérieurs à ça. Et puis enfin, je vais revenir potentiellement sur la dose d'entraînement. Donc se dire, tiens, est-ce qu'en fin de compte, l'intensité n'est pas trop élevée ou trop basse? Est-ce que le volume n'est pas trop élevé ou trop basse? Est-ce que la fréquence n'est pas trop élevée ou trop basse? Et est-ce que les exercices qu'on a sélectionnés sont plutôt bons ou pas? Et du coup, on va discuter de ça. Et puis, éventuellement, on peut aussi envisager des méthodes, j'ai envie de dire, un peu plus non conventionnelles. Si on a déjà ajusté tout ça, des choses qui... Voilà. Et puis, il y a un truc auquel j'ai oublié de le dire, mais qui va un peu englober tout ça, c'est vraiment l'adhésion de l'athlète au programme. J'ai déjà vu des athlètes qui n'adhéraient pas vraiment à ce qu'on pouvait proposer parce qu'ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient. En tant que coach, alors c'est parfois l'aspect compliqué, la discussion qu'on peut avoir avec l'athlète, de se dire ce que lui voudrait, ce que nous on voudrait mettre en place. La question de se dire dans quelle mesure il y a une confiance, il y a une réciprocité. Mais il est clair que parfois, si l'athlète n'adhère pas totalement à ce qui est fait ou ne donne pas entièrement les clés au coach pour bien faire son boulot, on se retrouve dans une certaine forme de difficulté et ça peut aussi expliquer une certaine stagnation. Ok, c'est intéressant. Après, l'adhérence, c'est vrai que c'est la base, mais même tout ce que tu as cité, etc. Enfin, déjà, la fréquence, l'intensité et le volume, je pense que ce sont des paramètres parfois qui sont un peu sous-estimés, d'avoir une certaine cohérence entre les trois. Et puis, non, après, tu as aussi parlé pas mal d'autres concepts que je trouve très intéressants. Et justement, cet aspect technique-là, on va commencer un peu à lier avec tout ce qui est blessure. Tu en as un petit peu parlé là depuis le début du podcast, mais globalement, toi, de ce que tu observes chez les athlètes que tu suis, quels sont les risques de blessure les plus fréquents dans ce sport? Et comment, justement, la technique qu'on vient de discuter peut aider, par exemple, à prévenir ces blessures-là? Ok. On va s'intéresser, à mon avis, dans un premier temps, sur l'aspect un peu plus technique. Alors, déjà, je replante un petit peu le contexte. Mon mémoire était justement sur le sujet, plus particulièrement la prévalence et les facteurs de risque de blessure en powerlifting. Ok. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le powerlifting, c'est un sport qui est relativement safe.
ASA et collaborateurs en 2016 rapportaient un taux de blessure qui était compris, enfin une prévalence du coup, qui était comprise entre 1 et 4,4 blessures par 1000 heures de pratique. On remarque que chez les jeunes, c'est encore plus bas et que ça pourrait être situé entre 0,29 et 2,9 blessures par 1000 heures de pratique. Quelque chose qui est Ok. quand même relativement Hmm. faible. Alors, on retrouve une prévalence variable de blessures aiguës et chroniques, mais qui est relativement similaire. Ainsi, on va retrouver entre 20 et 75% de blessures aiguës et entre 25 et 66% de blessures chroniques, selon toujours ASA et collaborateurs. Et aussi Lavallée et Tucker, encore de Souza et collaborateurs, qui rapportent vraiment des pourcentages relativement similaires. Ok. À peu près autant de blessures aiguës que de blessures chroniques. On remarque que les régions les plus touchées sont les régions lombaires, l'épaule et le genou. Et c'est également une observation que je fais par rapport à ma pratique. Donc, la plupart des athlètes vont plutôt parler, et la plupart du temps, douleur dans la région lombaire ou blessure dans la région lombaire, l'épaule et le genou. Mais c'est plus souvent d'abord la lombaire et puis épaule et genoux, ça dépend vraiment, mais c'est un peu cas par cas. Ouais. Alors, pour revenir vis-à-vis de ce que tu dis, vis-à-vis de la question, vis-à-vis de la technique, on reviendra sur d'autres facteurs de risque peut-être plus tard. On commence Ouais. d'abord sur la technique. Entre 6 et 22% des athlètes mentionnent une mauvaise technique comme étant une cause probable de leur blessure. Ok. Quand même une bonne partie des athlètes qui le Hmm. pensent. En 2000, si je ne dis pas de bêtises, 2018, Ricker, les collaborateurs, rapportent également que les athlètes mentionnent une mauvaise réalisation technique comme étant une des causes de leur blessure. Et plusieurs revues de la littérature autres identifient également une mauvaise technique comme étant comme pouvant contribuer à augmenter le risque de blessure, qu'elle soit aiguë ou chronique. Cependant, je tiens à le dire, il est vraiment intéressant de comprendre qu'aucune étude à l'heure actuelle n'a pu mettre en évidence un lien causal entre technique et risque de blessure en powerlifting. Ok. Les seules données qu'on a de disponibles sont des avis d'athlètes et de coachs, mais aucune réelle donnée Hmm. n'existe vraiment sur le sujet. Et d'une certaine manière, en fait, c'est presque un petit peu logique, si tu vois ce que je veux dire. Parce que déjà, c'est quoi une bonne technique selon toi? Et c'est là que je te la pose, cette question. Ah, étant donné que moi, par exemple, je suis du deadlift, j'aime beaucoup ce mouvement. Euh, Enfin, en fait, ta question est bonne parce qu'en fait, pour moi, une bonne technique. Alors, pour moi, en fait, il y a deux sphères. C'est-à-dire qu'il y a la bonne. Pour moi, si tu poses la question de qu'est-ce qu'une bonne technique, la réponse sera pas la même si on parle dans le domaine de la compétition que si on parle dans une pratique loisir ou juste en séance, tu vois. Parce que, par exemple, moi, tu vois, je fais pas de compétition à l'heure actuelle, donc j'enlève un peu cette sphère compétition parce que je sais qu'il y a, on va dire, des règles, tu vois, je peux pas faire n'importe comment. Mais sinon, dans la sphère loisir, en fait, par exemple, si quelqu'un de manière lambda comme ça me dit oui, qu'est-ce que c'est pour toi la bonne technique au deadlift? Euh, j'ai envie presque de dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne technique. Et en fait, ça dépend vraiment de l'individu, je sais pas trop comment dire, mais quand je le vois le faire, je sais si ça va pas ou si c'est ok, genre. Je sais pas trop. Mais tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, la première chose, c'est de savoir que la définition, elle va être variable selon le contexte. Et c'est très bien que tu le dises. Et il faut savoir qu'en fait, cette définition, elle va être partiellement, voire entièrement arbitraire, selon la personne à qui tu le demandes. Et donc, en fait, c'est très difficile d'investiguer cette question de recherche. Ouais. Donc, ça, c'est déjà une des premières limitations. Et puis, il faut savoir qu'en fait, il y a tellement de facteurs qui influencent sur la technique, et on reviendra là-dessus aussi un peu plus tardivement. Mais par exemple, je peux citer l'anthropométrie, la fatigue, la douleur, la nature de la tâche, le contexte, les préférences personnelles, et tout ça, ça va avoir un impact sur la technique. Et pour te donner un contexte, pour te donner un exemple, par exemple, avec le contexte ou la nature de la tâche, par exemple, prenons le CrossFit. Donc, Ouais. j'ai aussi passé en haltéro. En CrossFit, on peut souvent voir qu'en snatch, par exemple, quand on leur demande de faire 30 snatch, en fait, ils vont avoir pas mal de flexion au niveau lombaire. Ils vont en fait avoir très peu de flexion au niveau du genou et ils vont surtout déplier au niveau de la hanche et du bas du dos. Alors, on pourrait se dire, d'un point de vue performance pour soulever la charge la plus lourde possible, c'est clairement pas efficient. Mais le fait qu'ils en fait baissent moins les hanches et qu'ils utilisent plutôt une technique qu'on va appeler de stoop, en fait, ça leur permet d'économiser, si tu veux, d'avoir un coût métabolique beaucoup moins faible. Parce qu'en fait, ils sollicitent moins les quadriceps. Et le quadriceps étant le plus gros muscle du corps humain, c'est aussi le plus grand consommateur de sang et d'oxygène. Et du coup, si on sert moins de ces quadriceps, d'un point de vue métabolique, on a aussi un coût qui est moins important. Ok. Et du coup, la technique là-dedans, elle est adaptée au contexte, à la tâche qui est demandée. Et du coup, c'est une technique qui, bah oui, moi, si il y a un haltéro qui vient me voir pour dire je veux soulever 120 kg en snatch, je vais clairement pas lui proposer ce genre de technique. Et Hmm. en fait,
l'idée, c'est qu'il n'y ait pas ce qui peut être considéré comme une mauvaise technique par certains. En fait, c'est une technique qui est adaptée, mais à un contexte différent. Et donc, si on prend un petit peu tout ça, c'est un peu difficile de définir ce qui est une mauvaise technique ou une bonne technique. Et du coup, en fait, comment est-ce qu'on peut établir un lien causal entre un concept qui n'est déjà pas défini et puis un événement qui est la blessure? Ouais, D'un point de vue scientifique, c'est compliqué. c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est intéressant et justement, du coup, toi, si on te dirait, si on te pose la question de est-ce que la technique est importante pour la prévention des blessures, qu'est-ce que tu répondrais? Parce qu'au final, là, tu viens de dire que il n'y a pas vraiment de bonne technique, donc des personnes peut-être peuvent être confuses du style, bah, s'il n'y a pas de bonne technique de manière globale, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, par rapport à la prévention des blessures? Est-ce que tu as des choses à dire quand même par rapport à ça? Même si la question, d'un point de vue scientifique, n'est pas définie, enfin, le problème n'est pas vraiment défini parce que la définition en elle-même n'est pas encore très claire, quoi. Ouais. Ok, donc plusieurs choses. Je pense que, bon, comme tu l'as dit, dans un contexte de performance, là, on aura vraiment l'aspect, la technique, ça compte pour diverses raisons. Je reviendrai un peu sur l'aspect prévention des blessures après, mais Ouais. du coup, première chose, tu l'as dit, en fait, une technique, elle doit te permettre d'être au standard de compétition, de respecter plein de choses. Tendance à dire qu'une bonne technique aussi, elle va minimiser les contraintes biomécaniques, donc potentiellement réduire un bras de levier entre le muscle moteur et le point d'application de la force. Elle va également essayer d'optimiser un petit peu la distance pour peut-être, lorsqu'il y a plusieurs répétitions, avoir un coût métabolique et un travail qui sont un peu diminués. Donc, on en revient un peu à des concepts un peu plus physiques. Ouais. Je pense qu'aussi une bonne technique pour la performance, elle nous permettra de favoriser nos points forts en limitant l'action des points faibles. Donc, par exemple, Hmm. tiens, j'ai un gros point fort quadriceps, je vais essayer d'avoir un squat où je vais pouvoir me servir dans mes quadriceps. Ou tiens, j'ai des pecs énormes, peut-être que je vais essayer de trouver une technique en bench qui me permet de favoriser plus mes pecs au détriment peut-être un peu plus de mes triceps. Donc ça, c'est la première chose. Ok. Votre technique, c'est plutôt un peu des facteurs comme ça, mais c'est plutôt moi, mon cadre de travail. Et je pense que quelqu'un ailleurs pourrait dire, bon, une bonne technique, elle doit être, voilà. Je pense aussi qu'une bonne technique est répétable dans le temps, dans l'espace, dans des contextes variés. Enfin, voilà. Hmm. Mais si je devais parler de prévention des blessures, déjà, je ne parlerai pas vraiment de prévention des blessures, pour être Ok. honnête. Pourquoi? Parce qu'en fait, les blessures sont des phénomènes complexes et non linéaires. Mhm. Il n'est pas vraiment possible de les prévenir au sens où on entend. On remarque qu'on a de plus en plus de programmes de prévention des blessures, mais ça ne semble pas avoir un impact, si tu veux, majeur sur la prévalence ou l'incidence des blessures, qui ne diminue pas, in fine. Ok. Et donc, moi, pour te parler de prévention, je préfère plutôt parler de gestion du risque de blessure. Ok. Parce qu'en fait, c'est prévention, ça veut dire qu'en fait, l'événement n'arrive pas. Hmm. Alors, si je gère le risque de blessure, je ne dis pas que l'événement n'arrive pas, mais que j'essaie d'avoir un impact dessus. Mais avant de savoir qu'est-ce que je peux faire pour avoir un effet sur le risque de blessure, il faut déjà savoir pourquoi les blessures arrivent. Ça, c'est une autre question. C'est une question dans la recherche et voilà. Je vais surtout me concentrer un peu plus dans l'aspect powerlifting. Donc, Ouais. je vais dire et surtout les sports sans contact. Parce qu'en fait, quand tu as un sport avec contact, en fait, parfois, c'est juste tu te manges un coup, euh, et tu tombes, tu te cognes. Enfin, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Ouais. Et Je connais, oui. ça, tu pourras plus en parler que moi. Mais du coup, je pense qu'on peut résumer de pourquoi les blessures se produisent dans les sports sans contact Mhm. avec la phrase suivante. On se blesse car on en fait trop, trop vite, après on en fait trop peu pendant trop longtemps. Et dépendant de la situation, ça pourrait être tout simplement parce qu'on en a fait trop, ou parce qu'on en a fait trop, trop vite, ou parce qu'on en a fait trop vite, après on en a fait trop peu. Enfin, voilà. Et en fait, ça dépend. Et par exemple, tu vas prendre le gars qui a 40 ans, a plus fait de sport depuis 15 ans et se remet au mini-foot 3 entraînements semaine. Il se blesse parce qu'il en a fait trop, trop vite, il en a fait trop peu pendant trop longtemps. Un sportif de haut niveau, c'est trop la plupart du temps, ou trop, trop vite. Donc ça dépend un peu. Et je trouve que cette phrase-là, en fait, chez nous, on l'arrête. Elle résume tout un ensemble de situations. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Mais sous cette phrase, elle souligne, si tu veux, un peu l'importance du trop. Et en fait, pour mieux comprendre ça, en 1996, Dye, un chercheur, il a proposé un modèle qu'on appelle l'envelope of function. Et en 2002, il y a Müller et Malouf qui ont proposé une compréhension étendue de la proposition de Dye. Ok. Et du coup, l'idée ici, c'est de proposer en fait comment l'organisme va répondre en fonction du stress qui est placé sur cet organisme. Et donc, ils en sont venus, que ce soit Dye et Müller et Malouf, avec, si tu veux,
à bref résumé ici, c'est l'idée qu'en fait, lorsqu'un stress insuffisant est placé sur l'organisme, une structure, elle va s'atrophier, elle va dégénérer. Et là, elle va être à plus haut risque de blessure. Par Hmm. contre, si le stress est dans une certaine zone de normalité, certains parlent d'homéostasie, ben en fait, la structure, elle va se maintenir. Par contre, si le stress il est un peu plus important et qu'il dépasse cette zone de maintien, en fait, la structure, si le stress reste à nouveau dans une zone, certaine zone, eh ben, en fait, la structure, elle va s'adapter. Elle peut s'hypertrophier ou voilà, provoquer des adaptations. Ouais. Par contre, si le stress est beaucoup trop important et qu'on dépasse un peu cette zone d'adaptation, ben, on atteint en fait ce on va appeler vulgairement une zone d'échec structurel. Et en fait, c'est là où on se blesse, ou c'est là qu'il y a une lésion qui se produit. Et donc, en fait, pour résumer, pour qu'une blessure se produise, il est avant tout nécessaire que la capacité de tolérance du tissu, de la structure, en fait, elle soit dépassée. Donc, c'est vraiment l'idée et c'est vraiment un peu le paradigme dans lequel on est à l'heure actuelle. Et Ok. ainsi, pour faire un peu le lien peut-être avec la blessure, Ouais. euh, du coup, Wasmuth, ses collaborateurs qui sont intéressés à l'aspect plutôt biomécanique et la relation entre technique et biomécanique, en fait, ils ont proposé plutôt de percevoir la technique sportive comme un moyen de redistribuer le stress aux structures qui sont mises en jeu et qui va influencer le dosage de ce stress. Et non pas comme un véhicule pour le développement des blessures. Du coup, il y a le stress. Et en fait, on se blesse parce qu'à cause du stress, qui est trop important. Et certaines techniques, à certains moments, vont nous permettre de réduire le stress en redistribuant la technique sur un ensemble de structures qui vont être préparées. Mais Ok. vraiment, si on dévie de cette technique-là et que les structures ne sont pas préparées, et que la technique n'est peut-être pas, on va dire, moins idéale dans ce contexte-là, eh ben, c'est là où on pourrait se blesser. En fait, c'est vraiment ça que ça veut dire. Et du coup, ça, c'est vraiment le gros facteur de pourquoi on se blesse. Mais bien évidemment, en faire trop, c'est pas le seul facteur de risque. Il en existe aussi d'autres. Mais c'est probablement pas le facteur de risque sur lequel, enfin, mais c'est, allez, j'ai envie de dire, mais ce trop, c'est vraiment le facteur de risque sur lequel, en tant que coach, j'ai le plus d'influence et de contrôle. Mais parmi les autres facteurs que moi j'ai pu étudier, notamment dans le powerlifting, Ouais. les autres facteurs de risque, je pense à un apport énergétique chronique qui est insuffisant. Si je te parle de REDS, Hmm. de de la Ouais. pète, c'est vraiment des choses qui vont me parler, en fait, bah, qui vont augmenter le risque de blessure. On peut aussi avoir le manque de sommeil chronique. Alors, en aigu, ça peut, a priori, ce ne serait pas le cas, mais en chronique, oui. Ouais. On peut avoir une l'utilisation de PID, ce qui va augmenter le risque sur une lésion musculaire, donc de déchirure au niveau du tendon. Le nombre d'années de pratique aussi, ça, c'était intéressant parce que j'ai regardé entre les masters et les non-masters et il ne semblerait pas que ce soit un athlète master se blesse pas forcément plus qu'un athlète junior. Ok. On pourrait dire que c'est lié à l'expérience, ce genre de choses, mais en fait, c'est plutôt le nombre d'années de pratique. Donc, au-delà de 10 ans, il semblerait que la plupart des athlètes finissent quand même à se blesser plus régulièrement. Donc, voilà, il y a aussi l'aspect génétique. Un truc qui était vraiment intéressant, c'est aussi de voir qu'en fait, le stress perçu et le stress vécu étaient aussi des prédicateurs de si l'athlète allait se blesser, mais surtout combien de temps aussi il allait rester blessé, donc de l'incapacité dans le temps Hmm. aussi. Donc, voilà. Par contre, il y a d'autres facteurs de risque qui ne semblent pas être des médiateurs d'effets majeurs dans le risque de blessure, notamment comme le genre, le sexe, donc être un homme ou une femme, les hommes ou les femmes ne se blessent pas plus. Certaines études disent que les femmes se blessent plus, d'autres moins. C'est pas vraiment concluant. J'aurais tendance à dire qu'en pratique, les femmes sont moins souvent blessées parce qu'elles prennent de meilleures décisions à l'entraînement. Mais ça, on Hmm. sait qu'elles prennent très souvent dans le business aussi, elles prennent des décisions moins risquées. Donc ça, c'est peut-être juste anecdotique, peut-être. Voilà, l'âge n'a pas forcément d'influence, que ce soit plutôt les jeunes, que ce soit plutôt les vieux, ils se blessent pas plus. En tout cas, les jeunes, lorsqu'ils sont bien supervisés, donc là, c'est plutôt euh, la variable qui est étudiée, c'est plutôt la supervision. S'il y a une bonne Ouais. supervision, les jeunes se blessent moins. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le niveau de compétition n'influence pas non plus le risque de blessure et la charge absolue soulevée non plus. Donc, si quelqu'un squatte 300 kg, il n'est pas forcément plus à risque de se blesser que quelqu'un qui squatte 150 kg. Donc, Ok. voilà. Donc, ça, C'est c'était intéressant. assez. Ouais. Et en plus, ce que je voulais te poser de base, c'était les erreurs les plus courantes qui peuvent mener à les blessures. Et justement, pour rebondir à ce que tu as dit, parce que là, tu as parlé que toi, tu voyais principalement en catégorie de problèmes qui peuvent mener à des blessures le concept de trop. Et du coup, est-ce que tu aurais, par exemple, parce que enfin, déjà, tu vas me confirmer si c'est, on va dire, les erreurs les plus courantes qui peuvent mener à des blessures, ce concept de trop. Et si c'est le cas, est-ce que tu aurais, je sais pas, un ou deux exemples à donner pour vraiment visualiser, en fait, qu'est-ce qui se passe au final? Ouais, ouais, ouais.
Euh, comment on va aborder ça? Je réfléchis, ça va. Je t'en Euh, prie. donc ici, tu voudrais voir un peu des exemples un petit peu de trop et surtout comment j'adresse cela. C'est ça? C'est ça. Ou alors même l'exemple, parce qu'après, même comment t'adresses, je pense qu'on pourra en reparler plus tard, mais Ouais, ouais, c'est tout à juste fait. pour qu'on Ok. visualise. Bon, alors, je tiens à rajouter aussi qu'il y a d'autres facteurs de risque parce que j'allais justement à les aborder Ouais, et ça permet aussi de mieux comprendre en fait hein, la notion du trop. ok. Euh, mais du coup, j'observe aussi que de mon expérience qu'il y a des athlètes qui ont pas une grosse base athlétique ni une grosse capacité de travail, qui ont des programmes moins variés, se blessent. Mais je reviendrai là-dessus après. Je remarque Mhm. aussi que les gens qui sont moins bien encadrés, donc des coachs moins formés ou moins expérimentés, ont parfois tendance à faire face à plus de blessures. Ok. Donc, ça, c'est vraiment un des trucs. L'idée du trop, en fait, c'est vraiment, on dépasse cette capacité de tolérance de l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont moins entraînés vont aussi avoir moins de capacité avec ça. Et donc, ce qui se passe très souvent, c'est que les athlètes vont avoir tendance à, au début, quand on se lance, on a parfois tendance à progresser plus vite. Et du coup, en fait, l'aspect musculaire ou même l'aspect nerveux va très vite progresser. Mais si Mhm. tu veux, l'aspect tendineux, les tendons s'adaptent plus lentement que le muscle. Et du coup, on peut se retrouver avec des gens qui vont avoir une tendinopathie ou des lésions de ce côté-là, tout simplement parce qu'en fait, leur corps, enfin, ils progressent plus vite que ce que leur corps progresse, certaines structures. Et du coup, là, très souvent, on arrive, en fait, c'est des coachs qui sont pas au courant de l'aspect de la physiologie, qui Ouais. sont pas très au courant avec, en fait, la pathophysiologie aussi. Et du coup, en fait, on progresse et on laisse l'athlète un peu prendre son envol. Voilà. Alors, il y a aussi l'aspect que les athlètes n'ont pas forcément une capacité de travail très importante parce qu'ils n'ont jamais fait de sport ou jamais d'autres choses sur les côtés. Et ce qui se passe, du coup, c'est qu'en fait, ils ne sont pas habitués à subir des contraintes relativement importantes, parce qu'il faut le dire quand même si le taux de blessure en powerlifting est relativement faible, les athlètes sont en général quand même blessés souvent. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'une blessure, en fait, s'installe très souvent plutôt dans la durée. Ouais. Euh, Ok. on rapporte jusqu'à 80% des athlètes qui étaient blessés lors des 12 derniers mois, quand on fait des sondages, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de blessures. Et ce que moi, ça m'indique, c'est qu'en fait, purée, donc si une blessure est là, elle a quand même tendance à rester. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose. Et ce que j'observe, c'est vraiment que les athlètes qui ont moins de capacité de travail finissent plus souvent blessés, mais parce que s'ils ont moins de capacité de travail, potentiellement un entraînement va leur demander aussi plus de ressources que pour récupérer correctement. Et du coup, s'ils sont en mode récupération avant la prochaine exposition, le prochain entraînement, ils n'ont pas totalement récupéré, on accumule de plus en plus de fatigue. Et lorsque la fatigue est trop importante, la fatigue, c'est également, et ça, c'est un effet modérateur très important sur le risque de blessure. Plus on est fatigué, plus on a de risque de se blesser. C'est pour ça que le sommeil est important, mais c'est pour ça aussi que la fatigue en intra et en inter ces séances est quand même relativement importante. Du coup, c'est un peu comme ça que le trop va se manifester. Mais parce qu'en fait, l'athlète on va soit placer un stress trop important, soit Ouais. l'athlète n'a pas les capacités de récupération que pour, j'ai envie de dire, keep up avec l'entraînement proposé. Ouais. Malheureusement, c'est parfois de l'essai-erreur. On fait parfois des propositions sur base de notre expérience en tant que coach. Moi, j'ai eu le cas avec un athlète. Il nous a fallu quand même, et encore à l'heure actuelle, c'est pas l'athlète avec la plus grande capacité de travail, et c'est vraiment casse-tête. On peut le proposer. Alors ici, par exemple, pour lui, on sait qu'il peut pas faire son squat le plus lourd avec son deadlift le plus lourd en fin de bloc. Et du coup, on l'a utilisé, si on veut, une périodisation ondulatoire de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'en fait, il va commencer le bloc par un deadlift relativement lourd à modéré. Il va avoir la semaine suivante un deadlift plus léger, puis il va avoir son deadlift le plus lourd du bloc, et puis il va avoir un deadlift plus léger le jour, la semaine où il va avoir son squat le plus Ouais, lourd. ok. Et du coup, on alterne comme ça. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est aussi des athlètes avec lesquels on va avoir moins de volume. Ouais, on va avoir aussi une intensité en général qui va absolue, qui va être moins importante. Et voilà. Ça dit, donc ça, c'est vraiment des exemples un peu plus concrets. Moi, de Ouais. manière générale, dans le cadre de travail que j'aime bien proposer, ce que je peux proposer pour réduire le risque de blessure, c'est, et donc ce serait tout simplement de bien gérer la charge d'entraînement, éviter le trop vite. Ensuite, ce serait gérer l'hygiène de vie, comme on l'a vu, le sommeil, l'alimentation, c'est vraiment des choses, mais aussi l'alcool. J'ai parfois des athlètes qui consomment un peu plus, des étudiants ou quoi que ce soit. C'est clair que la récupération est impactée par ça. Enfin, et certaines études montrent qu'il pourrait quand même y avoir un effet sur le risque de blessure, mais je pense que c'est plutôt lié au manque de récupération et pas à l'effet de l'alcool per se. Ensuite, envisager un suivi psychologique, parce qu'il y a différentes études qui tendent à montrer que les athlètes qui sont engagés dans un suivi psy, ils ont tendance à moins souvent se blesser et se blesser moins gravement.
Ok. Simplement parce qu'en fait, ils apprennent à mieux gérer en fait tout ce stress négatif qu'ils pourraient percevoir. Et bah, du coup, s'ils le gèrent mieux, ils vont probablement être moins impactés, moins anxieux, mieux dormir, avoir une récupération qui sera juste meilleure, qui sera proche de la normale. Hmm. Ensuite, c'est d'avoir une pratique d'exercice variée. Et en fait, c'est juste, il faut savoir que si on utilise tout le temps les mêmes amplitudes articulaires, musculaires, ben, on est plus à risque aussi de développer des blessures de sursollicitation. Et je pense que varier régulièrement, c'est important, mais aussi pour l'aspect mental, aussi éviter un peu l'aspect burn-out, tout ce genre de choses. Ensuite, quelque chose qui pour moi est important aussi, c'est de développer cette capacité de travail. Si on développe cette capacité de travail, ben, l'athlète va aussi être capable de potentiellement mieux récupérer. Ouais. Et on va aussi pouvoir lui permettre ben, qu'il puisse mieux gérer l'entraînement qui va lui être placé. Parce que parfois, ben, pour continuer à progresser, il faut qu'on augmente le stress à travers le temps, dans le temps. Et du coup, ben, il est important que cette capacité de travail, un athlète, elle devrait se développer au cours des années. Et moi, ce que j'observe très souvent, c'est qu'il a tendance à diminuer. Et ça veut Hmm. dire que le coach ne travaille plus cette capacité de travail. Et puis, j'aurais vraiment tendance à dire se faire suivre par un coach compétent. Et ça, c'est pour moi totalement la chose la plus importante. Donc, voilà. Parce qu'en fait, un bon coach compétent, il va intégrer tout ce que je viens de dire là. Ouais. Cela dit, à l'heure actuelle, c'est le vent en poupe et d'engager non pas forcément des coachs compétents, mais des gens qui ont high profile, des gens qui, parce qu'ils sont athlètes de haut niveau, ont atteint un certain niveau et ben, qui en grande partie déterminés par la génétique et pas forcément par le programme ou leur méthode d'entraînement. Ouais. Et on a tendance à aller les engager plutôt que d'engager des personnes qui sont plus réfléchies, qui vont avoir une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rationnelle et ben, j'ai envie de dire basée sur les données et pas les lignes de preuve scientifiques. Quoi. Ok, c'est intéressant et je pense qu'il y a deux points où je vais rebondir. Euh, Il y a le point déjà, le côté charge de travail. En fait, c'est juste pour clarifier aussi dans ma tête à moi, charge de travail. Quand tu dis charge de travail, est-ce que c'est lié de manière directe à, on va dire, enfin, c'est pas vraiment la somme, mais du moins le volume, l'intensité, la fréquence de fait de que, en fait, les trois ensemble combinés, ils soient augmentés progressivement. Est-ce que c'est ça, la charge de travail, on pourrait dire? Ok, en fait, c'est une question de recherche déjà. Qu'est-ce que c'est que la charge d'entraînement Ouais, euh, j'ai plus la définition en tête, mais il faut se dire qu'en fait, la charge d'entraînement, ça pourrait être défini comme la somme cumulée de tout le travail qui va contribuer à être dans l'entraînement. Dans ok. cette charge d'entraînement, on peut la calculer de différentes manières. Il y a la charge interne et la charge externe. La charge Mhm. interne, ça pourrait être le RPE, le rythme cardiaque, ça pourrait être le taux de lactate. Et la charge externe, ça pourrait être par exemple si tu veux, le tonnage, la distance parcourue, le nombre de minutes à l'effort au-dessus d'une certaine fréquence cardiaque. Enfin, voilà. Ok. Externe et parfois un peu plus arbitraire, bien que ça peut être tout à fait quantifiable et même d'une certaine manière objectif. Donc ça, Mhm. c'est l'idée. À l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de calculs vis-à-vis de comment calculer la charge d'entraînement via des méthodes statistiques. On a parlé de ce qu'on appelle les moving average. Donc ça, c'est une moyenne glissante. Puis on a eu aussi des moyennes glissantes, mais pondérées exponentiellement. Et puis on a aussi des indices qui sont maintenant l'indice Reddish, exactement ce qu'il veut dire, mais ça va être la meilleure façon de le faire. Mais en pratique, et selon les données scientifiques qui sont disponibles, la meilleure façon de quantifier la charge d'entraînement, c'est via la charge interne. Ok. Alors, la charge interne, elle peut être un peu parfois exclusive, parce que si on mesure juste la charge interne à travers le temps, je pense qu'elle aura plutôt tendance à être stable. Du coup, elle ne va pas Mhm. vraiment m'indiquer. Mais si on observe la charge interne qui augmente très de manière importante, euh, dans une période de temps relativement modérée, ben là, elle va plutôt nous indiquer, tiens, il y a un risque de blessure qui risque potentiellement d'être accru. Mais moi, ce que je commence à faire quand je quantifie cette charge d'entraînement, je la quantifie, je fais par exemple mon tonnage. Donc, mon tonnage, c'est la charge soulevée fois le nombre de répétitions fois le nombre de séries. Ok. Je le multiplie par un RPE moyen. Par exemple, sur le squat, toutes mes répétitions en squat et toutes mes séries en squat vont être quantifiées. Je vais les multiplier par le cheek et jack et puis je les multiplierai par le RPE. Et une autre chose qu'on pourrait utiliser, c'est le RPE session qui est quand même plutôt bien, qui permet aussi de quantifier un peu cette charge interne. Mais au fait, tout ce qui va mesurer en fait des indicateurs subjectifs de récupération comme tiens, la qualité du sommeil, la motivation pour s'entraîner, les courbatures dans le temps, ben, en fait, ce sont aussi des indicateurs de charge interne qui vont pouvoir un peu traquer tout ça.
Et à l'heure actuelle, c'est plutôt en fait ça. Mais du coup, c'est complexe de quantifier la charge d'entraînement. On pourrait trouver plein de manières de le faire. On pourrait aussi dire, bah tiens, c'est le tonnage, mais c'est le tonnage fois la distance parcourue. Alors, il faudrait partir du principe que chaque rep est plus ou moins identique. On sait que c'est pas vraiment le cas. Mais alors, il faudrait établir des moyennes. Mais tiens, comment est-ce qu'on établit ça? Ça veut dire alourdir un peu la gestion de données. Et en fin de compte, ça n'augmente pas du tout la valeur prédictive Oui. vis-à-vis de ça. Donc, au final, c'est un peu, j'ai presque envie de dire, comme dirait Vassilis, on dirait, on va dire que c'est de l'enculage de mouche. Non, mais Voilà. je vois. Non, mais c'est beaucoup plus clair en tout cas, merci. C'était juste pour clarifier. Et l'autre chose aussi que je me demandais, c'est tu as parlé dans un des points du fait de varier les exercices. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu deux manières de le comprendre, mais je pense que tu parlais en partie des deux. Est-ce que tu veux dire varier pas mal les exercices au cours, imaginons, d'une semaine d'entraînement qui va se répéter pendant plusieurs semaines lors d'un cycle, etc. Ou alors, est-ce que tu parlais, tu avais peut-être en tête une idée Enfin, évidemment, je me doute bien que ça va pas être ta réponse, mais je caricature de toutes les semaines, il faudrait essayer de changer un peu les exercices pour pas s'ennuyer, on va dire, ou tu vois ce que je veux dire? Alors, c'était clairement plutôt la première. Et encore, je pense que ce qui n'est pas le plus important, c'est pas de regarder la chose de session en session ou même d'un bloc d'entraînement à l'autre. C'est vraiment de regarder plutôt ça sur, je vais dire, une fourchette de 3 à 6 mois. Ok. Euh, c'est plutôt là. Parce que même tes accessoires, en fait, si tu veux progresser, moi, ça m'arrive de plus en plus avec les athlètes de garder potentiellement les mêmes accessoires de bloc en bloc. On varie un petit peu les fourchettes de répétition pour leur permettre de varier, mais un peu de variété. Hmm. Mais je ne pense pas que ce soit autour de 4, 8 ou même 12 semaines qu'on développe vraiment des blessures de surutilisation, à moins qu'on ait a priori plutôt déjà un mouvement irritant, mais on le saura dès les premières semaines. Donc Ouais. là, on va le varier assez vite. Euh, du coup, non, je pense que c'est vraiment. Enfin, je varie toutes les semaines, c'est débile parce qu'en fait, comment est-ce qu'on vérifie que les adaptations ont lieu si on change chaque semaine? Enfin, c'est un peu ce que j'en pense. Mais voilà, il faut essayer de garder une certaine stabilité dans l'entraînement pour tiens, est-ce que les adaptations ont lieu ou pas? Et ça, c'est un petit peu l'idée, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant. Bah, c'est ce que je me doutais, mais je préfère quand même te poser la question pour que ce soit vraiment clair sur ce point-là, que ce soit pas Content, pris de content de la te mauvaise manière, on va dire. Et là, je voulais revenir sur les blessures, mais on va un peu plus parler justement de l'aspect compétition. Euh, Par exemple, est-ce que tu as, enfin, je pense que tu en as déjà eu, mais comment est-ce que tu gères les blessures? Peut-être que toi, tu l'as déjà vécu, je ne sais pas, tu pourras nous en parler si tu veux, hein, pas forcément que tes athlètes, mais aussi de ton expérience à toi. Comment tu gères en fait les blessures lorsqu'elles arrivent durant des périodes de préparation intenses ou même des compétitions? Enfin, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce domaine-là? Alors, ce que je vais faire pour gérer les blessures dans ce cas-là, c'est bien gérer la charge d'entraînement, gérer l'hygiène de vie, envisager un suivi psychologique, avoir une pratique d'exercice variée, développer la capacité de travail et bien se faire suivre par un bon coach. Non, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on va faire pour prévenir ne va pas tellement changer de ce qu'on va faire pour gérer. Ok. C'est-à-dire, on va avoir quelques nuances vraiment importantes et l'application va différer. Donc, mais le cadre de travail reste le même, en tout cas tel que je le conçois. Hmm. La première chose, lorsqu'on va faire face à une blessure, moi je suis kiné, donc en général, je ne m'inquiète pas trop parce que j'ai des connaissances en physiologie, en pathophysiologie, je les intègre. Mais Ouais. je pense que si on n'a pas un coach qui est kiné ou professionnel de la santé, enfin, même s'il est psy, est-ce qu'il est vraiment apte à gérer les blessures, c'est d'établir un diagnostic et d'avoir une idée de ce qui se passe. Mhm. Ça, c'est la première chose. C'est une étape que beaucoup de coachs skippent, mais faire appel à vraiment un professionnel de la santé, c'est primordial parce qu'il faut commencer par exclure, tiens, certains red flags. Tiens, en fait, le gars, il a mal au dos, mais en fait, il s'est fait une fracture vertébrale et toi, tu veux continuer à aller les charger. Alors, la fracture vertébrale n'arrive pas à grand-chose. J'ai vu des tassements dans la littérature scientifique, mais c'est pas quelque chose qui est très courant avec le powerlifting. Mais imaginons, quelqu'un a pris des corticoïdes suite au fait qu'il était malade avant de commencer à travailler avec toi. Quelqu'un qui était fort par le passé, et tiens, on le met là, tiens, fracture. Le coach n'est pas forcément équipé, donc il faut parfois réorienter, que ce soit vers médecin, kiné, ou ce genre de choses. Et je pense que ça, c'est un bon réflexe à avoir, d'avoir un avis extérieur, surtout lorsqu'on n'est pas à l'aise avec ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un athlète aussi qui a des blessures depuis plusieurs années. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, je veux que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Je pense savoir ce qui se passe. Je t'ai proposé quelque chose, mais là, on piétine. Va voir quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, j'étais allé voir le gars, c'était ce qu'on pensait que c'était,
mais dans un contexte différent. Et moi, travailler en ligne et ce genre de choses, on est parfois un peu plus limité. Donc, c'était le bon coup. Mais du coup, il ne faut pas avoir peur de refer out. Et même moi, en tant que kiné, parfois, je dis, ben voilà, n'hésite pas juste à aller voir un ostéo. Lui, il va régler ce problème-là en 5 minutes. Moi, je ne fais pas de thérapie manuelle, je préfère travailler ailleurs. Mais la thérapie manuelle va vraiment pouvoir soulager très vite, très efficacement. Mais je n'ai pas envie de trop m'intéresser à ça. Mais voilà, du coup, vraiment réorienter, c'est pas une mauvaise idée. Tiens, quelqu'un qui a des détresse psychologique, qui a des troubles du comportement alimentaire, on réoriente de toute façon. On devrait réorienter. On ne le fait pas, mais on devrait. Ouais. Euh, je sais que ça peut paraître drôle, tu vois, d'avoir redit les mêmes choses que ce que j'ai dit. Bah, tiens, qu'est-ce que je fais pour prévenir, pour gérer les risques de blessures. Mais je pense que ces interventions, elles sont vraiment la base. Et c'est de là qu'on va faire quelques ajustements. Mais les ajustements vont grandement dépendre de la situation. Donc, je ne vais pas te donner ici, pour couvrir tous les cas de figure, il me faudrait probablement encore 2 heures. On va éviter. Mais première chose qu'on pourrait à quel penser, c'est le cas, j'ai un athlète qui hier m'a contacté, tiens, ça fait quelques semaines, des petits traders dans le dos et tout ça. Première chose qu'on a fait, c'est réduire l'intensité et le volume. Parfois, on peut se le permettre. On n'est pas à l'approche d'une grosse compète, donc là-dessus, je parlerai de l'aspect compète après. Mais on peut aussi se permettre d'éviter les exercices irritants, aggravants, ou réduire l'amplitude de ceci. Donc, par exemple, soit s'il y a un exercice qui fait vraiment mal et qu'on est loin d'une compète, on peut complètement le retirer. Si pas, est-ce qu'on ne peut pas juste réduire l'amplitude sur ceci, ou alors juste réduire le dosage, le volume, l'intensité pour permettre de continuer à le faire, tout en continuant à s'entraîner. C'est bon. On peut aussi également travailler spécifiquement sur le tissu qui pose problème. Mais il faut déjà partir du postulat qu'on a pu identifier correctement ce tissu-là, ce qui n'est pas aussi simple que ça prétend. Beaucoup des blessures peuvent être considérées comme non spécifiques, ou alors elles vont être plutôt diffuses. Et du coup, c'est parfois plus difficile qu'il n'y paraît. Mais voilà, si on arrive à identifier une zone, ou quelque chose qui nous paraît cohérent dans notre diagnostic, alors on peut aller de l'intégration du travail de mobilité, pour donner plus d'opportunités de mouvement à l'athlète. On peut également envisager des exercices à plus basse charge, vraiment ce qu'on va appeler du contrôle moteur. Mais pour moi, le contrôle moteur, c'est du c'est du chef d'entraînement à très basse intensité. Voilà, ce qui peut être bien et favoriser aussi une certaine forme d'hypoalgésie induite par l'exercice. Moi, j'ai tendance à même recommander l'utilisation du BFR. Donc ça, c'est vraiment le truc. Et puis, et ça, c'est le plus important, et c'est là que beaucoup de coachs et d'athlètes se cassent les dents. C'est pour moi le plus important, c'est de manager les attentes de l'athlète. J'ai déjà vu des athlètes qui n'étaient pas capables, malgré les recommandations du coach, d'ajuster leurs attentes. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils n'adaptent pas leurs attentes et continuent à s'entraîner comme s'ils n'étaient pas blessés, ce qui fait que leurs blessures ils ne font pas les ajustements nécessaires, ils font pas attention à leur hygiène de vie. En fait, on est vraiment dans un cercle vicieux d'auto-entretien aussi de cette blessure. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment adresser les attentes de l'athlète. Plus on va être proche d'une compétition et plus la blessure sera grave, plus ce sera important d'adresser cela. Et puis, vis-à-vis de tout ce que j'ai dit là, si je devais le faire à l'approche d'une compétition, ce serait vraiment l'idée de, tiens, on va rester le plus spécifique possible. C'est vraiment de se dire, on va essayer de retirer le moins possible pour qu'il puisse performer à son mieux, mais dépendant de la blessure, parfois la meilleure chose à faire, ça pourrait être de ne pas faire la compétition, ou alors de diminuer les attentes et de se dire, ou de changer l'objectif et se dire, OK, on fait une compétition, mais l'objectif sera simplement de réussir un maximum d'essais et pas en rater. L'athlète dont je parlais qu'on doit adapter, en fait, à la base, il est venu me consulter l'année dernière pour lombalgie. Et la première compétition qu'on a fait ensemble, en fait, on est juste resté très sous-maximal. On a juste dit, tiens, on va essayer de prendre un peu des données pour savoir quand à l'avenir, quand on pourra pousser, comment je pourrais t'encadrer, comment tu réagis en compétition, différentes choses. Et du coup, je pense il y a plein de manières de concevoir ça. Ça va être très individuel. Ça dépend de la maturité de l'athlète. Ça va dépendre de l'expérience du coach. Ça va dépendre aussi de la blessure. Parce que si c'est une déchirure musculaire au niveau du pec, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer d'aller concourir? C'est différentes choses comme ça. Et donc, voilà. Je pense que c'est l'aspect qui est compliqué. Je pense que beaucoup de gens ont tendance un peu à minimiser ça. Alors, parfois, ça peut paraître très simple. Je tendance à dire qu'il faut aussi rester très optimiste. Les athlètes qui sont plus optimistes vont aussi avoir une récupération qui sera plus rapide. Et du coup, je pense que là-dessus, il y a plein de choses, mais ça demande des compétences qui sont un peu particulières. Et des bons coachs vont être capables de faire la plupart de ces ajustements-là. Mais certains coachs vont être vraiment largués, ou en tout cas, même s'ils essayent de copier un peu ce cadre de travail, ne vont pas pouvoir le faire correctement. Et je pense que dans beaucoup de cas, c'est pas inintéressant d'aller réorienter et ou demander un avis extérieur. Et ça, dans ce cas-là, certains athlètes l'ont fait avec moi. Et en général, je trouve que ça se passe mieux. Alors, c'est facile à dire, je prêche pour ma chapelle, est-ce que je suis très objectif, mais j'ai le sentiment que ça se passe mieux dans ce genre de cas. Et surtout, ça demande que l'athlète soit aussi prêt à regarder un peu dans son mode de vie
Te dire, en fait, si l'athlète ne mange pas suffisamment de protéines, s'il ne dort pas, enfin, et il faut un peu ces capacités d'introspection Ouais. et surtout un peu avoir un peu ce reality check. Et tout le monde n'en est pas capable parce que ils ne sont pas à un degré de maturité certain dans leur voyage, dans leur parcours. Mais voilà, je pense que ça, c'est plutôt des bons pronostics. Et je trouve que les athlètes qui ont la tête sur les épaules, qui sont matures, ont en général de bien meilleurs pronostics de s'en sortir que ceux qui ne sont pas prêts à ajuster leurs attentes. Non, mais là, enfin, tu relèves un point, je pense, qui est important, c'est un peu le côté aussi. Je pense aussi qu'il y a des personnes où ils savent très bien en fait ce qui va pas, mais il y a aussi un autre domaine, c'est la transparence avec le coach. Parfois en fait, c'est compliqué parce que nous, en tant que coach, on peut pas le savoir. Si la personne ne le dit pas, on peut pas, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un autre point aussi. Je dis souvent que sans donner, je suis aveugle. Alors, si on ne dit pas, on peut rien faire. Et en fait, ça, si tu veux, j'en discutais, enfin, il y a plusieurs choses. C'est que en fait, c'est une stratégie d'adaptation de l'athlète qui est mal adaptative. Mais en fait, de dire si on n'adresse pas, ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens font. Combien de fois, des gens, quand il y a un problème au boulot, un peu dans une relation, ils préfèrent ne rien dire, laisser ça comme ça. Et en fait, se dire ça passera. Et en fin de compte, ça passe souvent pas. Ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Et il y a un conflit, il y a un problème qui se manifeste. Et la plupart des athlètes, pas, j'ai envie de dire, la plupart des athlètes, non, mais c'est humain en fin de compte. Mais la Mm. question est de se dire, tiens, quel moment, n'oublie pas, la relation coach-athlète, c'est vraiment relation, c'est pas unilatéral. Et il y a parfois des gens, en fait, ils attendent, je prends juste du coach, mais ils ne donnent rien en retour. Or, Ouais. je trouve que dans le coaching, on récupère ce qu'on investit. Et si on communique pas, si on n'est pas prêt à faire un peu le travail sur soi aussi, en fait, on va beaucoup moins bénéficier d'un coaching. Et ça, c'est l'aspect qui est un peu compliqué, je trouve. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais carrément, je suis d'accord. Je voulais aussi te poser une autre question par rapport aux compétitions. C'est est-ce que tu as l'impression qu'il y a peut-être parfois plus de blessures autour ou pendant une compétition que vraiment dans, on va dire, un off-season, si on pourrait dire ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de différence? Enfin, est-ce que tu as des données par rapport à ça? Ouais, oui, il y a des données et je vais te les présenter. Alors, on observe très peu de blessures en compétition parce que la plupart des blessures se passent en fait à l'entraînement. Il y a quand même Ok. des blessures en compétition, mais elles ne sont pas majoritaires. Ainsi, dans la littérature, je pense à Spence et collaborateurs qui ont rapporté que 67,4% des athlètes se sont blessés à l'entraînement, contre seulement 11,3% des athlètes qui se sont blessés en compétition. Ok. D'autres données, par Stromback et collaborateurs en 2018, ils ont rapporté des pourcentages suivants. Donc, lors du squat, 3% des blessures se manifestent en compétition contre 42% à l'entraînement. Ah oui. 4% des blessures lors du développé couché se manifestent en compétition contre 27% à l'entraînement. Et en deadlift, 7% en compétition contre 20 à 31% à l'entraînement. Ok. Donc, en gros, on se blesse plus souvent à l'entraînement qu'en compétition. Pour gérer le risque, je pense qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on peut observer tout simplement plus de. Pourquoi est-ce qu'on observe des blessures autour de la compétition? Je reviens un petit peu à ce qu'on dit avant. C'est probablement un peu une notion de trop, mais c'est tous les facteurs qui sont autour aussi. À l'approche de la compétition, on est parfois plus stressé. On va être obligé de soulever des charges un peu plus conséquentes. Donc, peut-être Mhm. qu'on va trop vite, on soulève trop vite. Tu vois, et c'est tous ces facteurs-là. Donc, on va revenir, en fait, on revient Ouais. du coup, à tout cela. Je pense qu'en fait, et ça, une des priorités que moi je fixerais pour éviter que les gens se blessent en compétition, c'est juste en fait simplement faire preuve de bon sens et ne pas choisir des barres pour lesquelles on n'est pas préparé. Ça dit, il faut le rappeler, parfois les blessures aussi, elles arrivent malgré ce que je disais avec des facteurs de risque et tout ça, il y a aussi l'aspect chance. Il faut le reconnaître. Parfois, en fait, on n'est pas au courant, on se sent très bien, tout va nickel dans le meilleur des mondes et on se blesse quand même. Et ça, il faut être au courant que ça peut arriver, ça arrive en compétition, ça continuera d'arriver parce qu'en fait, comme je le disais, on ne peut pas prévenir. On peut diminuer le risque de blessure, mais on ne peut pas prévenir les blessures. Même des gens qui font tout parfaitement peuvent finir par se blesser parce qu'il y a aussi une composante génétique. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, ben, il y a certains gènes qui sont plus présents chez les gens qui se blessent plus. Et puis, par exemple, on sait que le fait d'utiliser des stéroïdes anabolisants pourrait, en tout cas, aussi avoir un effet sur ces gènes-là. Enfin, voilà, du coup, ça, c'est des stéroïdes aussi d'un autre côté, mais il y a un aspect génétique, il y a un aspect chance, et surtout, parfois, c'est l'accumulation de certains des facteurs qui, pris isolément, n'ont pas d'impact significatif, mais quand on les prend tous ensemble, ont un impact plus important. Et parfois, et j'ai le sentiment que ça s'exacerbe un petit peu plus avec la compétition. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir plus de blessures autour. Je dirais pas pendant, mais les dernières semaines de préparation, ça peut souvent arriver. Et voilà.
Ok, c'est intéressant. Et ce côté blessure, je voulais te demander enfin, je vais te demander un top 3 parce que moi, je demande tout le temps un top 3 dans tous les épisodes avec l'invité. Et du coup, je voulais te demander si tu avais un top 3 des astuces qui... alors là, il y a plutôt deux sphères, donc c'est à toi de voir comment tu abordes. Mais pour continuer d'améliorer ses performances pour un powerlifter tout en minimisant le risque de blessure, euh, quel serait ton top 3? Et t'as le Alors droit ça, d'en c'est la donner même. un et après de rechanger l'ordre à la fin parce que tu Ok, te rends compte. mais mon top 3, en fait, sera le même, peu importe les conditions. Parce qu'en fait, si tu veux être le plus performant possible, il faut limiter au maximum les blessures. Ouais, Donc, la première chose, ce serait gérer sa charge d'entraînement, ok. bien la gérer. Mais, et ça veut dire aussi être progressif dans le temps et augmenter cette charge d'entraînement, avoir un peu cette progressivité qui va aussi faire en sorte qu'on puisse continuer à progresser. Donc, voilà, ça reprend vraiment ça, mais ça veut dire aussi pas en faire trop vite. Voilà. Seconde chose, ce serait gérer son stress psychologique. La plupart des athlètes s'en foutent complètement. Ils disent, je vois pas comment aller voir un psy du sport va m'aider à être un meilleur athlète. Bah si, ça va être le cas. Et travailler là-dessus, gérer son stress. Alors, pas forcément obligé d'aller voir un psy, on peut avoir un préparateur mental, on Ouais. peut juste en fait être conscient de tout ça et travailler sur soi aussi tout seul. Mais j'aurais vraiment dit qu'il faut trouver des outils pour gérer son stress psychologique. Ça, ce serait la deuxième chose. Et enfin, mais les trois, pour moi, vont avoir presque une importance égale. C'est enfin prêter attention aux basiques, sommeil et alimentation. C'est le truc à l'heure actuelle. Beaucoup de gens négligent. Je pense qu'il faut vraiment y prêter attention. Et j'aurais un petit bonus quand même, Ouais. c'est de travailler avec Smart and Strong. T'as raison. Bah, en plus, tu as souligné le fait de la capacité du coach et ça, c'est vrai que enfin, c'est super important. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, nous deux, on est dessus, on s'en rend compte aussi de la globalité qu'il y a, on va dire. Donc, Tout à fait. c'est important de le souligner, effectivement. Tout Et, à fait, euh, exact. et je voulais quand même revenir sur un point, parce que il me semble, mais tu peux me corriger, que tu fais de la formation. Ouais, Et justement, cet aspect, parce que je pense que beaucoup de personnes, et on en a déjà discuté, mais beaucoup de personnes mettent un gros lien entre technique et risque de blessure. Et comment justement, toi en pratique, comment tu abordes cela avec les personnes que tu suis, enfin avec tes clients, etc., pour expliquer ces choses-là? Parce que c'est vrai qu'au final, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui ont du mal à l'intégrer, tu vois. tout à fait. J'ai eu des athlètes avec lesquels j'ai essayé d'adresser la chose, ils n'ont jamais trop écouté. Et en fait, c'est compliqué, en fait. Et ça, j'en ai parlé avec, je sais pas si tu vois, Lion Fessler. On en a un petit peu parlé. Je lui fais une parenthèse et puis je réponds à Ouais, ta pas de question. souci. Mais pourquoi c'est compliqué d'adresser ça avec certaines personnes et qui gardent un peu ces croyances? Et ça, c'est quelque chose qui me travaille. Je sais pas si tu as vu le film Vice Versa, alors, 2. Si, Euh, vice-versa 2, je suis allé le voir au Ouais. cinéma. Tu vois, avec la construction de la personnalité sur base des expériences, de certaines croyances. Et en fait, je Ouais. trouvais que c'était quelque chose qui était très réel, mais qui met en lumière une certaine problématique. C'est que certaines personnes, en fait, ont certaines croyances et construisent leur personnalité sur leurs croyances. Et du coup, en Hmm. fait, si tu attaques la croyance, qu'elle essaie de la déconstruire, ils pensent que tu attaques directement à eux. Non, tu attaques à l'idée, pas à la personne. Donc ça, c'est pour ça que parfois c'est très compliqué et du coup on va faire face, tu vois, à ce qu'on appelle le backfire effect. Du coup, en fait, quelqu'un qui essaie de convaincre que sa croyance est erronée ou fausse, tu vas avoir tendance à renforcer la croyance en sa croyance. Ouais. Voilà. Euh, mais du coup, certaines personnes en fait attachent tellement d'importance à leur croyance qu'en fait ça devient une part de leur identité et du coup c'est très difficile de le changer. Et j'ai déjà eu le cas parfois avec certains athlètes et il faut savoir qu'on ne pourra pas forcément changer cela chez tout le monde. Hmm. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai tendance surtout, quand je veux adresser la distinction entre technique pour le risque de blessure et technique pour la performance, par un petit peu de l'objectif. Tiens, ton objectif, c'est quoi? Si l'objectif est simplement d'améliorer la santé, je tendance à dire qu'on se fout pas mal de la technique tant qu'on y va progressivement et qu'on prend le temps de travailler dessus. Ouais. Cela dit, ça ne concerne pas la majorité des gens avec qui je travaille. La majorité des gens avec qui je travaille, c'est plutôt l'aspect performance. Et du coup, là, je leur dis un peu la même chose, que pour la santé, c'est pas grave si la technique n'est pas parfaite, que parfois elle va dévier, que c'est normal, qu'il y a une variabilité technique, ça fait partie de la variabilité de mouvement, que c'est même sain. Euh, et je leur explique aussi que la relation, si tu veux, entre technique et risque de blessure, ça relève plus du mythe.
mais d'une certaine manière. Mais c'est pas parce que certaines personnes comme Gundil, Delavier, Rudy Koya, Kylian Hagen ou Squash University, pour citer que, disent que c'est le cas, que c'est forcément le cas. Plutôt, voilà. Moi, je présente des preuves scientifiques, ces gens-là n'ont preuve aucune. Ou Gundil, parfois, présente des études, mais ils interprètent très mal et il prend des libertés. J'ai vu une de ses vidéos sur tiens, réflexion nombreux, il dit tiens, on observe des trucs, et en fait, il avait complètement mal interprété et il avait fait des conclusions qui étaient totalement différentes de celles des auteurs. C'était Ça, je pense que ça, c'est tout un sujet, le côté maintenant sur les réseaux, des personnes qui mettent des références pour dire oui, j'ai mis des références. Et en fait, parce que tu sais, au fond d'eux, ils se disent bah, la plupart des gens ne vont pas aller voir les études. Du coup, en fait, ils s'occupent pas trop de comment ils interprètent vraiment les données, en fait. C'est même plus que des PubMed Warriors, mais disons que c'est une certaine forme, j'ai presque envie de dire, c'est de donner un air de science-based, mais en n'ayant rien à foutre. C'est juste pour essayer de récupérer une audience qui n'est pas la leur à la base, ou en tout cas pour se faire un petit peu mieux voir. Mais bon, ça, moi, je parle de charlatans, parce qu'en fait, ils sont malhonnêtes dans leur démarche, ils sont malhonnêtes et il y a objectif de tromper. S'ils ne sont pas science-based, qu'ils n'ont pas les capacités pour lire l'étude, l'interpréter et qu'ils essayent quand même de le faire, je trouve en tout cas que ça l'est. Alors, charlatanisme, il faut que ce soit plus ou moins conscient, ou alors est-ce que ce sont juste, ou alors on leur essaie de donner Kruger et suivre des gens qui ne sont pas conscients de leur incompétence. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est ça. Mais pour revenir du coup sur notre aspect performance, moi, je leur dis qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout optimiser d'un coup. On va essayer d'optimiser progressivement et que c'est pas grave si du coup, on a une certaine forme de variabilité et tout ça. Ça n'a pas besoin d'être hyper répétable, même si je veux tendre vers un idéal qui serait une technique qui soit répétable, qui serait efficiente sur le plan biomécanique. C'est un idéal à atteindre. Il est possible que pour certains athlètes, on ne l'atteigne jamais. Et j'ai tendance à adapter en fait ce discours-là en fonction du niveau de pratique et du niveau de performance visé. Donc, si quelqu'un me dit, en fait, moi, je veux juste faire des compètes pour m'amuser, est-ce que c'est vraiment hyper important qu'on essaie d'optimiser au mieux sa technique? Ça dépend. Parce que s'il me dit, je veux atteindre mon potentiel naturel maximum, le maximum de mon potentiel naturel, peut-être que c'est le cas. Mais je dis, ouais, moi, je veux kiffer, je veux pas trop envie de prendre la tête. J'ai un athlète qui me dit, écoute, moi, j'ai pas envie de changer ma technique en ce moment parce que j'ai trop de choses en tête. Ok, c'est pas grave, je lui donne quand même le conseil, écoute, si tu as envie de le faire comme ça, mais s'il ne l'applique pas, c'est pas grave. Je lui suggère. C'est pas une correction que je lui impose, c'est une suggestion que je fais. Donc voilà. Et j'aurais tendance à être beaucoup plus attentif à mesure que l'athlète veut concourir à plus haut niveau et que les charges absolues seront plus importantes. Je pense qu'on a moins de marge de manœuvre avec 300 kg sur le dos qu'avec 150. Même si le risque n'est pas plus important dans l'absolu avec 300 kg, je pense qu'il faut quand même être beaucoup plus délibéré, beaucoup plus attentif. Parce que si on a un mouvement un petit peu foireux, le tissu est peut-être préparé avec 200 kg ou 150 et il pourra le gérer. Mais avec 300, ça pourrait être un peu plus problématique. Ça, j'ai quand même tendance à être un peu plus vigilant avec les athlètes à mesure qu'ils ils ont des charges. Mais c'est aussi une question d'efficience, c'est une question de ne pas se fatiguer, c'est une question de pouvoir vraiment se concentrer sur le lift en n'ayant pas à fournir beaucoup plus d'efforts avant, après, pendant qu'inutilement. Donc, c'est vraiment dans une optique vraiment de performance. Voilà, sur les risques de blessure, je suis un peu partagé. Je dirais pas que c'est, mais voilà. Mais il y a moins de marge, je pense que la marge de manœuvre se réduit à mesure que les charges sont aussi beaucoup plus importantes. Donc, voilà. Ok. Et pour ça, c'est un petit peu l'idée. Donc, voilà, j'aborde ça de manière différente. Disons que le problème, et ça, c'est ce que j'observe aussi avec les formations, c'est que beaucoup de gens ont des idées préconçues et sont pas prêts à les remettre en question. Mais ça, comme j'expliquais, parce que les gens attachent une croyance ou parce qu'en fait, ils estiment qu'un Delavier ou un Koya ou un Hagen est beaucoup plus compétent que toi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et voilà. Donc, c'est un peu l'idée, quoi. Non, mais bah après enfin, c'est dans tous les domaines, hein, donc je vois ce que tu veux dire. Et un peu la dernière question, enfin, je vais un peu lier deux questions que je voulais te poser, parce qu'on a parlé beaucoup de techniques, mais pour un petit peu résumer en quelque sorte, parce que c'est sûr que tu y as répondu durant tout ce qu'on a discuté, mais en fin de compte, enfin, qu'est-ce qui influence la technique et comment ces facteurs-là qui influencent la technique, comment tu les intègres dans ton cadre de travail? Donc, je pense que tu en as déjà parlé, mais c'est plus pour résumer avant de finir cet épisode-là. Ok, alors qu'est-ce qui influence la technique? Si je te dis non, est-ce que ça te convient?
Bah, si tu détailles un peu plus, ça me convient. Je vais détailler, je vais détailler. Plus sérieusement, en gros, on est déjà revenu sur certains de ces facteurs. On avait parlé de l'anthropométrie, de la Ouais, fatigue, du contexte. Euh, mais ici, je vais prendre une direction un petit peu différente et je vais nous amener un petit peu sur ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques et des travaux de Glasier, qui sont plus récents. Il s'est basé sur des travaux un peu plus anciens et il les a un petit peu adaptés, remis au goût du jour. Et du coup, c'est vraiment cette théorie des systèmes dynamiques. L'idée, en fait, principale, faut garder tout ça, c'est que le mouvement, c'est un procédé émergent et qui s'auto-organise. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le concept d'auto-organisation, c'est un processus par lequel un système complexe, ok. sans aucun pilotage extérieur, parvient à former des motifs, des structures à un niveau global grâce aux interactions continues de ses composantes individuelles. Mhm. Ces concepts, ils évoquent également le fait que les structures et les patterns émergent dans un système ouvert, donc on n'est pas dans un système fermé, sans spécification d'un agent régulateur externe ou d'une intelligence exécutive. Ça, c'est vraiment la définition quand tu vas dans la littérature. Pour mieux comprendre cela, imagine un banc de flottant. Et un banc de flottant, si tu veux, en fait, malgré le fait qu'il y ait plein de poissons qui soient à chaque fois un individu, donc une composante d'un système, ils s'auto-organisent en un banc pour prendre la même direction, pour bouger au même moment. Tu veux. Ouais. Malgré le fait que chaque individu ait sa volonté propre et il n'y a pas vraiment de chef qui est désigné, il n'y a pas quelqu'un qui vient faire en sorte que le banc poisson s'organise. Eh ben, en fait, l'idée, c'est que le résultat est supérieur à la somme des parties. Et en fait, c'est un peu ça, ce concept, ces concepts d'émergence et d'auto-organisation, si tu veux. Ok. Mais du coup, pour revenir un peu vraiment à l'aspect mouvement, le Mhm. mouvement, il est en fait la résultante, toujours dans cette théorie des systèmes dynamiques, des contraintes placées. En fait, il est la résultante de différentes contraintes. Les contraintes de l'organisme, les contraintes de l'environnement et les contraintes de la tâche. Enfin, les contraintes peuvent du coup être internes à l'organisme. Et Ouais. en fait, ce type de contrainte, il comprend les contraintes structurelles telles que la taille, le poids, la composition corporelle, euh, les caractéristiques anthropométriques, mais il comprend aussi d'autres composantes psychométriques, par exemple, comme la motivation, l'intention de l'athlète et plein d'autres exemples. Mais bon, Mhm. on va pas éloigner tout ça. Il y a un second type de contraintes qui sont les contraintes d'environnement, les contraintes environnementales, et elles sont plutôt les contraintes qui sont externes au système de mouvement. Elles sont globales et non spécifiques. On peut penser à la température, l'altitude, les informations acoustiques, les forces de réaction du terrain de jeu. Tiens, en fait, ici, je suis sur un trampoline ou là-bas, je suis sur de l'herbe. Tiens, c'est des contraintes externes. Mais aussi tout ce qui va être contraintes socio-culturelles, telles que le support familial, la pression des pairs, les attentes sociétales ou les normes culturelles, les enjeux institutionnels, les enjeux politiques. Et tout ça, ça va rentrer dans les contraintes environnementales également. Mhm. Et enfin, on trouve les contraintes liées à la tâche. Elles sont, comme leur nom l'indique, spécifiques à la tâche qui est performée et qui va être liée à l'objectif, si tu veux, et aux règles qui encadrent la tâche. Ouais. Donc, en fait, tout mouvement sportif qui est réalisé avec l'objectif d'obtenir une issue déterminée peut être considéré comme faisant partie de ce type de contrainte. Donc, en fait, tiens, à l'entraînement, tiens, tu veux pratiquer ton low kick, en fait, tu vas faire 15 minutes de low kick et tu vas juste travailler là-dessus. C'est une contrainte de tâche. Et donc, c'est Mhm. le but, c'est de travailler sur cette composante-là. Et par exemple, les instructions qu'un coach va donner, tiens, ton low kick, essaye de monter plus avant de redescendre ou de mettre un peu plus de vitesse, ça peut être vu comme un type de contrainte lié à cette tâche-là. Ouais. Et en fait, à l'intersection des contraintes de l'environnement, si tu veux, en fait, il faut imaginer ça comme un diagramme de veine. Et du coup, en fait, à l'intersection de ces trois types de contraintes, donc organisme, environnement et tâche, eh ben, ce qui va émerger à l'intersection de ces trois types de contraintes, c'est le mouvement. Mhm. Ok. Mais du coup, comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Alors, les contraintes de l'organisme, elles ne sont pas toujours modifiables. La longueur des segments, je ne peux pas le modifier. Ouais. Mais par contre, je peux jouer sur certains facteurs comme la motivation ou l'intention. Et ça, en fait, je peux y jouer par l'éducation, le partage de contenu, des discussions que je vais avoir, ou parfois augmenter l'adhésion de l'athlète. S'il est un peu en low motivation, c'est aussi mon rôle de jouer là-dessus et de savoir qu'il y en a qui vont être modifiables et d'autres pas. Oui, je ne changerai jamais la longueur de segment de mon athlète. Enfin, voilà, je ne vais pas aller l'amputer, c'est pas trop éthique donc, ou déontologique. Donc, on va vraiment se concentrer sur ce point-là de la chose. Bien que la motivation, on pourrait dire que
Elle peut aussi avoir une composante liée à l'environnement. Donc, est-ce qu'elle est purement interne? C'est une discussion qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas, en termes de motivation interne, oui, là, je peux, moi, en tant que coach, mais je vais amener aussi un peu de motivation externe. Donc, encore que, soit, mais l'intention, lui dire, bah, tiens, mets plus d'intention dans ton effort, plus d'agression. Enfin, voilà, il y a possibilité de travailler sur une chose. Les contraintes d'environnement, alors malheureusement, je pense que c'est probablement là qu'en tant que coach, on a le moins d'action, de lignes d'action. Bah oui, si le cadre politique fait qu'on a coupé les subsides et qu'un athlète va perdre son poste de sportif de haut niveau, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux offrir mon soutien à l'athlète, lui montrer que je suis là, mais je ne vais pas pouvoir pallier à ce manquement financier. Donc voilà, si la famille n'a pas envie d'être présente ou d'apporter du soutien à l'athlète, je ne peux pas grand-chose. Je peux éventuellement proposer un support dans l'équipe ou ce genre de choses, mais voilà. Là où je vais avoir beaucoup l'action la plus directe, ça va vraiment être lié aux contraintes de tâches. C'est là où j'ai le plus d'actions qui sont possibles en fait. Et l'idée va être de corriger en fait le mouvement ou de suggérer des modifications en cumulant, en étudiant des variations pour amener l'athlète, si tu veux, dans une autre position ou à travailler sur une partie du mouvement qui permettra d'améliorer la technique. Donc ça, c'est vraiment un des trucs que je peux faire. Donc imaginons, on peut prendre un exemple d'un athlète qui perd toute sa tension au moment du rebond en squat. En fait, si je veux travailler avec des contraintes de tâches, je pourrais lui proposer un exercice qui va le contraindre à garder sa tension, comme par exemple en bas du mouvement, comme un clean squat, un pause squat ou un tempo squat, par exemple. Dans le cadre d'un athlète, imaginons qu'il y a un shift vers l'arrière lors du squat et qu'il y a les genoux qui se tendent trop vite et peut-être qu'il incline plus le buste. Il faudrait déjà bien interpréter pourquoi c'est le cas. Et si c'est, imaginons, dans le cadre, en fait, il a un peu plus de mal à recruter ses quadriceps sont peut-être plus faibles. Pourquoi? Et du coup, utiliser plutôt une stratégie de hanche et de bas du dos. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Peut-être passer plus de contraintes sur les quadriceps et faire en sorte qu'ils apprennent à les utiliser. Je pourrais utiliser un bar squat ou un squat à la SSB, même un front squat, éventuellement, si ça peut être utile. Et l'idée, c'est de cibler un peu plus les quadriceps et le contraindre à les utiliser un petit peu plus de par une altération du mouvement. Ou ça peut être un cue, ça pourrait être tiens, garde bien tes genoux en avant. Ou pousse à travers tes orteils, ou ça pourrait dire, écoute, tu vas vers l'arrière, c'est de continuer à garder tes genoux vers l'avant. Enfin, tu vois, ça peut être une correction, ça peut être un cue, ça peut être un exercice. Voilà. Et on peut aussi mettre cela, bien évidemment, en lien avec les contraintes internes. En fait, ces contraintes internes, selon la longueur des segments, elles vont déterminer s'il y a un point faible ou un point fort et pourquoi l'athlète bouge d'une certaine manière. Donc, c'est à faire. Et voilà. Donc, ça, c'était un petit peu comment je l'utilise. C'est des choses qui, pour moi, les gens le font, mais ne le comprennent pas. Et en fait, la théorie des systèmes dynamiques, c'est vraiment quelque chose qui, moi, a été un peu une épiphanie, j'ai envie de dire, quand je l'ai découverte. Et c'est vraiment de très, très, très chouettes travaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, ça permet, en fait, cette théorie des systèmes dynamiques autour de la Grand Unified Theory. Donc, ça permet de comprendre, en fait, les points d'action et là où on peut jouer. Et donc, a priori, la technique, qui est un procédé émergent ou ce genre de choses, on va avoir ça. C'est-à-dire que ça, en fait, la plupart des gens vont bouger d'une telle manière. Mais du coup, la question pourrait se poser de est-ce qu'on peut réellement aller à l'encontre de ce que les gens vont faire naturellement? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser en tant que coach, beaucoup, et je vois parfois des coachs qui imposent une façon de soulever à leurs athlètes. Et ça, je pense que du coup, ça ne prend pas en compte cette théorie-là. C'est une approche que j'ai presque envie de dire, en plus, qui serait tout sauf qui serait vraiment contre-productive, qui ne serait pas evidence-based. Enfin voilà, du coup, différents problèmes que ça pourrait mettre en avant. Mais voilà, et puis en fait, l'idée, c'est qu'en fait, au travers de cette Ground Unified Theory, on regarde vraiment la base, si on veut, c'est vraiment ces contraintes de tâches, d'environnement et d'organisme, le mouvement qui en résulte, et en fait, on voit qu'au travers, si on veut aller vers le maximum de performance, en fait, on va avoir la possibilité d'intégrer peut-être la psychologie, les croyances, d'autres choses, et puis et puis on verra que les actions, en fait, elles vont être de plus en plus loin dans cette théorie-là. Par exemple, l'aspect biomécanique, si on veut, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Là, on est sur le gâteau. Parce qu'en fait, la performance sportive, c'est juste glorifier, si on veut, le mouvement. Mais le mouvement, à la base, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Et voilà, mais bon. Et du coup, il y a un peu un questionnement presque philosophique sur, tiens, quelle est mon influence là-dessus? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un pour dire à quelqu'un comment il peut bien bouger? Mais bon, ça dépend encore une fois. Je reviens un peu à l'aspect objectif dont j'ai parlé un peu plus tôt. Si quelqu'un me dit, je veux être champion du monde, bon, peut-être que là, on va essayer d'être un peu plus orienté et vraiment d'optimiser peut-être un maximum la biomécanique, mais encore, on le fera de manière progressive. On ne va pas tout faire d'un coup. Et voilà, quoi. Ça répond à la question?
Ah, carrément. Voilà, non, c'était très bien. Et bah, j'ai un peu fait le tour des questions. Du coup, je te remercie déjà beaucoup pour toutes Avec les plaisir. réponses. Et en plus, tu as super bien détaillé, donc super clair là-dessus. Mais avant qu'on se quitte, j'avais quand même envie que tu nous parles de où est-ce qu'on peut te retrouver. Et tu as un petit peu parlé de ce que tu proposais au tout début de l'épisode, mais où est-ce que, pour les gens que ça intéresse, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai les liens, hein, ne t'inquiète pas, mais Super. Alors, on peut me retrouver sur Instagram, là où je suis un peu plus actif. Alors, à Thibault, Thibault, ah, la fatigue commence à être là, underscore SAS. SAS pour Smart and Strong. Vous pouvez également retrouver sur Instagram à smart underscore and underscore strong. ouais. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Spotify. J'ai également un petit podcast. Je poste pas régulièrement, mais j'essaie que les épisodes soient qualitatifs. Le Smart and Strong podcast. J'ai également une chaîne YouTube, Smart and Strong. Vous pouvez également me retrouver à la Fonderie. La Fonderie, c'est ma salle de sport, donc la Fonderie Gym sur Instagram, Ok. la.fonderie.gym. Ouais, je mettrai les liens, t'inquiète pas. De toute façon, Voilà, tout est voilà, dans la c'est à description. toucher. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'était très plaisant de discuter de certains Bah ouais, sujets. c'était Et super c'est clair qu'on intéressant. a un peu plus, on a un peu plus orienté ça sur la technique. C'est clair que j'entends beaucoup, beaucoup de bêtises. Alors, j'entends aussi parfois des gens qui n'ont pas cette vision, qui ont vraiment l'aspect santé, mais sans prendre en considération l'aspect performance. Mm. Et c'est un peu l'aspect qui, selon moi, et du coup, on manque de nuances dans un camp comme dans l'autre. Ah tiens, technique et blessure. Ah mais non, la technique n'influence pas la blessure. Ah oui, mais c'est un peu plus complexe que ça en fait. Parce qu'en fait, si la technique peut influencer la blessure, mais pas de la façon dont on le pense. Et c'est plutôt lié en fait à une redistribution du stress. Mais c'est vraiment les débats qui manquent, je trouve, cruellement de nuances à Ouais, certains moments. Et ce qui fait qu'on entend énormément de conneries. Et en fait, c'est un débat qui polarise énormément. Mais et on voit les forceux qui sont de plus en plus en disant ben, la technique n'a pas d'importance, ce qui est le cas pour la santé, mais pour l'aspect performance, elle en a. Et du coup, il convient quand même d'y faire attention si on souhaite performer au meilleur niveau. En tout cas. Donc, c'est ça. voilà. Non, mais je te remercie en tout cas. Merci beaucoup Thibaut. Et puis bah avec plaisir en tout cas pour t'avoir invité. Et puis bah merci à toutes les personnes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir Thibaut sur sa page enfin sur ses multiples pages Instagram que je mettrai en description. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.